Donc, à mon avis, une bonne façon de commencer le podcast, c'est de commencer par ton parcours pro et perso dans le sport. Donc, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu comment t'en es venu à devenir coach sportif? Ouais, bien sûr. Alors moi, j'ai démarré mon aventure, mon parcours. J'avais 17 ans. C'est là que j'ai commencé à m'entraîner chez moi tout seul. Ça a commencé donc assez tôt. Et après, je me suis orienté au niveau de mes études vers STAPS, donc juste après le bac. Et c'est au début de mes études que j'ai pris vraiment le goût à la musculation en salle, puisque j'avais un module qui se faisait en salle. Et donc, j'ai poursuivi ma pratique en parallèle de mes études. Et j'ai un cursus de professeur de PS à la base, mais j'ai un cursus un petit peu particulier dans le sens où je me suis orienté vers professeur de PS, donc j'ai une licence qui correspond à ce métier-là. Et ensuite, je suis allé sur un master entraînement sportif, donc plus axé du coup sur des choses qui pourraient être de l'ordre du coaching. Mhm. Donc, ce qui fait que je me retrouve avec des compétences sur le versant un peu plus pédagogique, enseignement, éducation physique en général, et des compétences plus axées sur l'entraînement. Et c'est suite à mon master et à l'obtention de mon concours aussi. Du coup, je suis professeur de PS et d'ailleurs maintenant professeur en STAPS depuis 2 ans. Donc Mhm. voilà, c'est assez récent que j'ai décidé de développer aussi mes compétences de coach, donc plus sur un format voilà, individuel, que ce soit au début, puis surtout distanciel maintenant. Donc D'accord. ça s'est fait un petit peu comme ça s'est imbriqué euh, avec ma formation, ma pratique aussi personnelle, ma passion pour l'entraînement que j'ai développé. Donc tout ça, c'est un petit peu cumulé. Donc, ça s'est fait au fur et à mesure, c'était pas prévu. T'avais pas planifié de devenir coach sportif, en fait, au début quand t'es rentré dans STAPS. Absolument. Quand je suis rentré en STAPS, je n'avais pas idée de vouloir être coach sportif. J'avais pas encore forcément idée d'ailleurs de devenir même enseignant. J'étais attiré par ces études-là sans forcément avoir une finalité en tête. C'est vrai qu'il y en a qui rentrent en STAPS, ils savent, ils veulent faire ça, ils veulent faire Mhm. entraîneur ou ils veulent faire prof et c'est sûr. Mais moi, c'était pas le cas. Et d'ailleurs, je faisais partie des étudiants qui n'avaient pas de spécialité sportive. Ah oui, c'est vrai qu'il faut une spécialité, La ouais. plupart des étudiants qui entrent en STAPS, alors il faut pas euh, mais c'est ce qui se fait, enfin, classiquement, c'est Mhm. ce qui arrive, Mhm. en fait. Il faut choisir après, sur certaines années, une ou des spécialités, voilà, où tu vas approfondir un petit peu, mais la plupart des étudiants qui arrivent, ils viennent, ils sont dans un club, ils Mhm. sont spé hand, ils sont spé volley de ça. Et moi, j'étais pas vraiment spécialiste, j'étais plus polyvalent. Et là, quand j'ai commencé à me spécialiser en musculation, c'était pas forcément quelque chose qui était reconnu ou bien vu, même à l'époque, hein, ça remonte un petit peu maintenant. Il n'y Mhm. avait pas Instagram, il n'y avait pas les réseaux. La musculation, c'était pas quelque chose qui était forcément utile en soi. Fallait faire de la musculation pour quelque chose d'autre, quoi. Si tu disais que tu faisais de la muscu, on te disait mais pourquoi? Pour quel sport en fait? Donc faire de la muscu pour faire de la muscu, c'était un peu bizarre, quoi. Bon, ça remonte un peu, c'était pas du tout les mêmes mentalités de ce côté-là. C'est vrai qu'on peut avoir oublié un petit peu, mais ça a beaucoup changé depuis, je trouve, ce rapport à l'entraînement aussi. Ouais, alors moi, quand j'ai fait STAPS, t'as quel âge, toi? 37. Ouais, donc tu as fait ça quand même avant moi, parce que moi j'en ai que 29. Mais mine de rien, moi quand j'ai fait STAPS, donc c'était il y a 19 ans, il y a 10 ans, j'avais 19 ans, c'était pareil, il fallait choisir une option, on appelait ça option, je me souviens, donc c'était Mhm. option et c'était l'option, il fallait choisir quelque chose. Et il n'y avait pas option musculation, ça n'existait pas. Donc les gens, même ceux qui faisaient de la musculation comme sport, enfin c'était leur sport, ils devaient être dans une autre option. Et moi je me souviens très bien d'avoir dans l'option sport de combat que j'avais choisi un bodybuilder, enfin quelqu'un qui faisait de la musculation comme sport et qui n'avait mais strictement rien à faire là, le pauvre. Je pense qu'il avait choisi de faire ça parce qu'il s'était sûrement dit que c'était ce qui se rapprochait peut-être le plus d'un domaine où la force allait être utile, je sais pas. Il s'est dit peut-être la lutte, etc. Il allait pouvoir être à peu près bon, mais c'est vrai qu'il était un peu perdu. Je me souviens, la musculation n'était pas reconnue comme un sport, c'était pas du tout une option possible. Gymnastique, volley, Mhm. foot, Ouais. sport de combat, mais musculation, non, c'était pas reconnu. Mais alors, du coup, si tu as commencé le sport chez toi à 17 ans, tu faisais du sport avant, tu faisais une pratique ou t'as commencé l'activité physique à 17 ans? J'ai eu des pratiques, mais un petit peu vraiment les pratiques du gars qui s'inscrit dans un club et puis qui y va pendant 2 mois et qui s'arrête, hein. Donc sur le papier, je peux dire que j'ai fait plein de trucs. J'ai fait du karaté, j'ai fait de la natation, Ok. voilà. Donc j'ai fait du badminton, mais j'ai pas accroché suffisamment pour que la pratique perdure. Alors natation un petit peu plus, ça m'a quand même donné des bases qui m'ont permis après derrière de construire d'autres choses et d'autres compétences. Euh,
parce qu'après, j'ai pu faire notamment des saisons en tant que nageur sauveteur avec la SNSM. Donc ça, c'était quand même une chouette partie de ma vie aussi. Donc j'ai quand même construit des choses en natation, un petit peu. Mais sinon, non, j'avais pas une pratique de prédilection, quelque chose qui était vraiment développé, qui s'est ancré, quoi. D'accord. Et qu'est-ce qui t'a plu alors dans... Enfin, qu'est-ce qui a fait que tu as aimé la musculation? Quel a été l'élément? Qu'est-ce qui t'a plu dans le sport? Alors, je pense que c'était un peu, c'était plurifactoriel. Moi, il faut savoir que je suis pas grand. C'est un truc que je dis souvent parce que sur les réseaux, on se rend pas compte de la taille des gens. Donc voilà, c'est quelque chose qui fait rire souvent, mais parce que les gens imaginent très grand. Ceux qui m'ont jamais vu, ils m'estiment très gros, très loin de ça. Donc moi, je fais 1m65, je suis pas très grand, et à l'époque, bah, j'étais pas du tout épais en fait, hein, parce que je m'entraînais pas, donc je devais faire 15 kilos de moins que maintenant. Et moi, j'ai grandi avec la culture aussi un petit peu américaine, les héros, les super-héros, les acteurs de films d'action, etc. Donc il y avait un petit peu cette fascination pour le fait de se dire, ah mais en fait un corps, je peux le changer, je peux le transformer, ça se muscle, et donc on a les moyens d'agir dessus. Et j'ai commencé à faire des pompes, et j'ai découvert voilà la congestion, etc. Et puis voir les effets aussi, de se rendre compte que bah, il se passe des choses et puis ça se voit après. Et puis j'ai accroché comme ça petit à petit. Donc il y avait certainement cette volonté aussi de modifier mon apparence physique, avec le goût certainement de l'effort qui s'est développé en parallèle. Et puis ouais, cette volonté d'être capable de faire plus de choses, quoi. Et donc après, moi j'ai eu des choses en tête, de faire des tractions, faire ce que les pompiers appellent la planche, quelque chose que je pouvais faire à l'époque dans il y avait un grenier chez mes parents, donc je pouvais m'amuser à essayer d'aller attraper puis de monter. Au début, j'y arrivais pas du tout. Et puis voilà, c'était des challenges comme ça. C'était à la fois le côté modification physique, je pense, apparence physique, et aussi se rendre compte que bah, je développais des pouvoirs, entre guillemets, dans le sens où bah, je pouvais être capable de faire des choses que je n'étais absolument pas capable de faire avant, et des choses très factuelles, quoi. Et ça, ouais, je trouvais ça génial, je trouvais ça incroyable. Mhm. Ouais, c'est vrai que la musculation, mine de rien, ça reste un sport. Il y en a pas beaucoup, hein, mais ça reste un sport où tout est mesurable. Euh, Tu peux assez facilement mesurer tes progrès, alors que ce soit sur la charge que tu vois augmenter, ou alors, des fois, enfin, arriver à un certain niveau, c'est plus compliqué, mais physiquement, tu vois aussi les changements normalement. C'est mesurable dans le Surtout, miroir. ouais, surtout au Donc, début, ouais, et après, c'est surtout plus quand tu compliqué. es assez sec et que tu es un peu gringalet, et forcément, s'il se passe des choses au début, ça se voit, et c'est plutôt tout de suite positif pour toi, en tout cas, quoi. Voilà. Ouais, c'est encourageant. En fait, c'est assez marrant la musculation parce qu'il y en a beaucoup qui arrêtent rapidement parce que justement, il faut un certain délai au début pour voir des progrès. Et après, en fait, ces progrès deviennent un peu plus fréquents et c'est ce qui nous permet de continuer. C'est le changement est assez marrant parce que moi, c'est ce que je vois un petit peu avec les personnes que je crois. C'est-à-dire que la musculation, au début, en fait, il faut réussir à passer les 2, 3 premiers mois où les progrès ne sont pas visibles tout de suite. Il faut un certain temps. Et après, on voit les progrès et après, on commence à aimer et à continuer. Mais c'est vrai que ouais, les 2, 3 premiers mois, ils sont pas évidents parce que on va à la salle, on s'entraîne, on revient, on est plein de courbatures, on a mal, ça a été dur et pour autant, il n'y a aucun changement, quoi. C'est pas évident. Et c'est vrai que après, quand les progrès commencent à arriver, là, on commence à y prendre goût et il y a un truc qui est aussi marrant avec. Enfin, c'est loin d'être marrant en vrai, mais la musculation, c'est un peu ingrat parce que au moment où on arrête de le faire, on voit aussi les progrès chuter assez rapidement, quoi. Ça, c'est quelque chose qu'en fait, je me demande si c'est pas en lien avec l'addiction, dans le fait où on commence à avoir peur de perdre ce qu'on a gagné aussi. On continue à s'entraîner par C'est- peur de perdre les progrès qu'on a fait. Oui, parce que c'est ce qui va se passer. En fait, Ouais. c'est le principe tout bête, enfin, d'adaptation, désadaptation. Donc c'est vrai que c'est un principe assez élémentaire, mais qui est un peu pénible, hein, parce que c'est que voilà, une fois qu'on a réussi à avoir des gains, mais pour tout, qualité physique, etc. Si on s'arrête, ben on va perdre petit à petit. Alors, ce qui se passe aussi, c'est que visuellement, il peut se passer des choses très rapidement, sans pour autant que cet aspect visuel soit automatiquement synonyme d'une perte de tout ce qui s'est passé. Il y a beaucoup de gens qui s'imaginent qu'ils ont tout perdu, c'est-à-dire qu'ils s'arrêtent une semaine, ils sont malades une semaine, par exemple, ils disent, ah bah super, 3 mois d'entraînement, tout est réduit à zéro. Mais non, pas du tout. Euh, Par contre, visuellement, c'est ultra frustrant parce que tu as l'impression qu'en fait, en effet, tu es revenu à zéro, mais t'es pas revenu à zéro. T'as Mhm. pas oublié les techniques, t'as pas enlevé les adaptations nerveuses que tu as faites, etc. Donc, il faut aussi que
Et puis les progrès, c'est pareil, il y a des gens qui voient pas les progrès parce qu'ils s'imaginent des choses en termes de progression, parce qu'ils voient aussi beaucoup de choses sur les réseaux, peut-être. Et s'il se voit tout seul, on n'est pas du tout objectif avec soi-même, hein. C'est très difficile, surtout quand on se voit tous les jours, en fait. Et on se voit tous les jours en général, parce qu'à un Mhm. moment donné, on passe devant le miroir. Et donc, jour après jour, on se dit, bah, il se passe rien, là. Concrètement, il se passe rien. Et c'est si on croise quelqu'un, éventuellement, même au bout d'un mois, peut-être, il va dire, mais t'as pas, il s'est passé quelque chose, etc. Donc, ben, ça, c'est peut-être pour aussi que les gens ils prennent la mesure, à savoir que oui, en général, il faut quand même quelques semaines, voire quelques mois, mais il faut aussi savoir qu'il des fois, il se passe des choses sans que les gens s'en rendent compte. Et c'est pas parce qu'ils s'en rendent pas compte qu'il se passe rien, quoi. Ouais. Et, et toi, du coup, euh, alors même si, alors moi, c'est la première vidéo que j'ai vue de toi sur les réseaux sociaux, ça parlait de ça. C'était sur l'hybridation des athlètes. C'est un thème qui revient un peu quelquefois sur tes stories ou sur tes posts. Et toi, du coup, bah, tu t'es quand même spécialisé, focalisé. Je sais pas à quel point, enfin, je sais pas à quel moment on peut dire spécialisé, mais en tout cas, tu t'es focalisé sur l'hypertrophie musculaire, donc sur le développement de la masse musculaire. Euh, Qu'est-ce qui t'a attiré dessus? C'est l'aspect physique? C'est l'esthétisme ou c'est autre chose? C'est un autre paramètre dans l'entraînement? Alors, là-dessus, c'est vrai que mon contenu, il est très axé sur l'hypertrophie. Mes connaissances, je les ai poussées un petit peu dans ce sens-là, parce que c'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup, qui m'intéresse. Mais il faut savoir que c'est pas non plus la seule chose qui m'intéresse, c'est la seule chose que je pratique. C'est-à-dire que quand je m'entraîne, j'ai aussi en tête les objectifs de développement de la force, Mhm. aussi de la puissance, de certaines choses. C'est pour ça, des fois, il y a des gens, quand ils me voient m'entraîner, quand je m'entraînais dans des salles, qui me demandaient si je faisais de la force athlétique, par exemple, parce qu'il y a parfois des moments où mes entraînements ressemblent beaucoup à des entraînements de force athlétique. Donc, j'ai pas, enfin, ma pratique personnelle n'est pas uniquement axée sur l'hypertrophie, contrairement à ce qu'on D'accord. pourrait penser. Et c'est pour ça que des fois, je fais des choses et les gens me disent, mais c'est bien ça pour l'hypertrophie? Et je leur dis, non, c'est pas ça, c'est pas spécialement bien pour l'hypertrophie. Et du coup, ils sont un peu surpris. Bizarre quand même, pourquoi il fait ça du coup? Donc, j'ai aussi d'autres aspirations derrière. Mais ceci étant dit, je trouve ça très intéressant le fait d'apprendre à construire du muscle, parce que pour moi, le muscle, c'est vraiment euh, c'est le tissu de la longévité, en quelque sorte. C'est quelque chose qui va vous permettre de vivre plutôt très longtemps et en autonomie. C'est euh, c'est ce qui va être le plus pénalisant quand on va vieillir. Alors là, je projette loin, hein, pour les jeunes qui commencent, c'est pas du tout forcément ce qu'ils ont en tête, mais Mhm. on a une vision parfois des muscles. Oh là là, les mecs qui font de la muscu, ils sont gênés, ils sont pas souples, ils sont pas bien, etc. Ça, c'est un petit peu dans l'imaginaire collectif des bodybuilders énormes, etc. Et en fait, bah, avoir des muscles, ça améliore la qualité de vie et au début, ça améliore plein de choses, quoi, globalement. Donc, moi, alors, il y a plus l'aspect évidemment physique, là, c'est indéniable. Oui, oui, Esthétique, voilà. Je vais pas oui. dire que c'est juste, Ouais. mais pour moi, il y a les deux, quoi. Mhm. Et, et ça, c'est un truc. Alors, nous, enfin, moi, je sais que en santé, on parle, on dit, ouais, c'est un peu la phrase que tu as dit, hein, on dit organe de la longévité. On insiste vraiment dessus, puisque c'est effectivement. Et assez tôt, hein, ça, c'est important, parce que tu dis qu'on a parfois du mal à se projeter, mais l'atrophie musculaire, elle se met en place assez tôt, finalement, hein, à partir de 35 ans, s'il y a plus Mm. de stimulus, on va dire, plus de stress sur la masse musculaire, elle commence Ouais, déjà à descendre, hein. C'est pas quelque chose qui arrive à 65 ans. Je veux dire, c'est pas, des fois, on imagine que c'est un truc qui Mais arrive assez tôt, hein. ouais, Assez tôt, le hein. problème, c'est que ça arrive de plus en plus tôt par rapport aussi à la sédentarisation de Ouais, le la mode de vie. société et du fait qu'on bouge de moins en moins. Et on a même maintenant, parce que du coup, bah, moi j'ai mon regard aussi prof de PS où j'ai enseigné en collège et en lycée. Et donc j'ai eu le temps de voir quand même l'évolution, enfin, à mon échelle, mais j'ai eu le temps de voir quand même des élèves qui étaient quand même de moins en moins actifs. Et ça, c'est aussi, c'est pas juste mon regard, c'est-à-dire que c'est soutenu aussi par les chiffres, on le sait, qui bougent de moins en moins, qui sont de plus en plus en surpoids. Et il y a un vrai enjeu derrière aussi, un vrai enjeu sanitaire et enfin, de qualité de vie, vraiment. Et donc, le fait de vouloir développer ses muscles, d'avoir des muscles. Et encore une fois, je lutte un petit peu contre cette idée. Alors, je pense pas que ça vienne que de moi, mais je trouve que peut-être plus particulièrement aussi en France, on a une culture du cardio, de l'endurance. Ouais. C'est quelque chose qui est mis en avant, c'est quelque chose qui est toujours valorisé. Et dès l'instant qu'on parle de musculation, de soulever des poids, tout de suite, on arrive sur des choses qui sont assez négatives, péjoratives.
Et on met énormément de temps en France. On a l'impression, des fois, je vois passer des trucs, on a l'impression de réinventer la roue, enfin, de découvrir des choses. On s'est rendu compte qu'il était utile pour les populations de ne pas juste courir, mais aussi de soulever des charges. Mm. Ouais, c'est incroyable. Et donc, et j'ai toujours ressenti ce truc-là. Et je me bats un petit peu contre ça aussi, parce que pour moi, il y a un vrai enjeu quoi, derrière ça. Et c'est vrai que c'est ouais, le cardio, l'endurance, le foot, mais même avec des professionnels de santé parfois, hein, c'est ça Mhm. Ah aussi. oui, oui. Ah oui, oui, oui. Oui, oui, c'est vrai que moi, il y a deux choses là auxquelles je pense. C'est la première chose, c'est que il y a un truc qui m'avait énervé récemment sur les réseaux sociaux parce que c'est un petit peu explosé, c'est un peu la mode. C'est que maintenant, les gens ont pris conscience que c'était important de marcher. Mm. Genre, c'est bientôt il va falloir apprendre qu'il faut respirer. Je fais peut-être un spoil, mais respirer, c'est important, hein. C'est peut-être que dans 10 ans, on dira pensez à respirer. Donc oui, marcher, c'est important, il faut marcher. Donc voilà, c'est la première chose. Et ensuite, en profession de santé, il y a une mauvaise réputation du soulevé de poids, comme quoi ce serait dangereux. En fait, ça pendant Mm. des années, ça a été martelé comme dangereux, notamment pour la colonne ou certaines Mm. articulations, mais essentiellement pour la colonne vertébrale, où on disait que si tu soulevais des poids trop lourds, tu risquais de te faire mal au dos. Enfin, c'est un truc. Ouais. Moi, mes grands-parents, ils me l'ont répété sans cesse. Et je pense que s'ils l'ont répété, c'est qu'à l'époque, c'était le message clé. C'était, faut pas soulever trop lourd parce que tu vas te faire mal au dos. Et donc, du coup, entre ça et l'image des bodybuilders, parce que en fait, le problème de la population générale, c'est que ça pense toujours en extrême. Mm. C'est que si tu Absolument. soulèves des charges, c'est que tu soulèves des charges colossales, Mm. énormes. Et si tu fais de la muscu, c'est que tu veux être un bodybuilder professionnel de Mister Olympia. Donc, les extrêmes sont jamais bons, mais c'est vrai que du coup, cette image a fait que la musculation, soulever des charges, c'est soit tu veux être énorme et ça va pas être beau, parce que ça, c'est pareil, hein, ça va pas être beau. Bien Et sûr. soit tu veux soulever lourd et dans ce cas-là, donc ça va être dangereux pour ta colonne. Alors que le juste milieu, c'est je veux juste construire du muscle parce que bon, dans les standards aujourd'hui, c'est quand même plutôt beau, un physique athlétique. Et d'un autre côté, avoir du muscle, c'est aussi bon pour sa santé. Et d'un autre côté, je veux soulever des charges plus ou moins élevées parce que savoir produire de la force, c'est essentiel pour bien vieillir. C'est essentiel pour bien vieillir, Mm. produire de la force. C'est quelque chose Et si c'est bien fait, c'est pas dangereux. En plus, on sait même que c'est plutôt positif Mm. pour la colonne, pour les articulations, pour les tendons, pour Mm. tout ce qui est là-dedans. Et du coup, toi, bon, bah maintenant que je sais que tu fais pas que de l'hypertrophie, euh, comment tu organises tes entraînements? T'as des Alors, objectifs particuliers? Comment tu organises ça? mes entraînements, je les prends il y a deux niveaux. Il y a mon niveau à moi, c'est-à-dire objectif pour moi, et j'ai souvent un deuxième niveau de test de choses que j'ai envie d'expérimenter par moi-même avant éventuellement de pouvoir le programmer à des personnes que je coach ou que j'entraîne. Donc, c'est-à-dire que je suis assez curieux et quand je dis que j'aime vraiment beaucoup l'entraînement, c'est que il y a plein de trucs qui me passionnent et qui m'intéressent et que j'ai envie de tester en fait, que j'ai envie d'essayer. Par exemple, je donne un exemple récent là, comme je m'entraîne entre autres dans mon garage, donc je peux acheter mon propre équipement quand j'ai besoin. J'ai acheté des crochets qu'on peut venir ajouter sur une barre pour accentuer la charge qu'on a sur la phase excentrique d'un mouvement, comme sur un squat ou sur un développé couché. Il faut savoir que c'est un accessoire qui se trouve quasiment nulle part. J'ai vu Ah ouais, aucune salle d'accord. en France qui a ça. C'est très très particulier, c'est très spécifique. Et c'est un outil très spécifique pour aider au développement de la force notamment. Donc vraiment plus axé sur profil force ou profil athlète. Et en fait, ça, moi, j'avais envie d'essayer pour moi, voir un petit peu ce que ça donnait. Je l'avais juste vu en vidéo, en sachant que je vais probablement pas pouvoir le programmer parce que c'est quelque chose qu'on trouve nulle part. Donc ça, c'est Mm. vraiment pour moi. Donc j'ai parfois des objectifs de découverte, de test, où je programme, par exemple, un cycle de, voilà, que c'est plutôt force dans ma programmation. Et durant ce cycle-là, bah, je sais que je vais avoir mes objectifs, donc je vais tester différentes méthodes, différents outils. Et puis après, voilà, je vais basculer éventuellement sur autre chose sans pour autant avoir derrière un objectif de développement musculaire. Parce que là, moi, j'estime que je vais pas pouvoir me développer beaucoup plus. J'ai atteint un niveau qui, c'est peut-être pas mon niveau maximal, mais c'est un niveau qui demanderait énormément de travail, d'efforts, de sacrifices pour qu'il se passe quelque chose. Donc, je sais que je vais maintenir plus ou moins ma masse musculaire, je vais maintenir mes qualités. Par contre, je peux m'amuser à axer un petit peu plus sur de la force, sur de la puissance, sur du travail technique, ou éventuellement répartition de masse musculaire un petit peu différente si je veux rattraper un peu mes épaules, travailler un peu plus mes épaules pendant un mésocycle par exemple, sans forcément que mon poids de corps ne bouge. Je vais peut-être avoir mes épaules qui vont être un petit peu plus développées, et puis peut-être qu'ailleurs, ça le sera un peu moins par contre. Donc
remodeler un petit peu, réajuster, mais je suis pas en permanence dans une quête de prendre, prendre, prendre. Plus maintenant. Ok, ok. Ouais, tu penses qu'en fait, au niveau volume général, tu as atteint ce que tu voulais, entre guillemets, ou ce que tu pouvais. Mm. Et là, après, moi, je pense que tu fais la réflexion qui est indispensable et qui manque un petit peu. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on veut et il y a ce qu'on est d'accord de faire. Tu vois, quand tu parles des sacrifices, tu pourrais vouloir plus, ça, c'est Mm. pas la question, mais c'est est-ce que tu serais prêt à faire ce qu'il faut pour avoir plus? Et je pense que cette deuxième partie de la question, il y en a beaucoup qui oublient de se la poser quand ils se lancent un objectif parce que parce qu'en fonction de ce que tu es capable, enfin ce que tu es prêt à faire, tu vas pouvoir faire plus ou moins, quoi. Ça, c'est indispensable. Et du coup, maintenant, donc, on va dire que tu réajustes, quoi. Tu réajustes des petits points que tu veux. Et, euh, et le truc, c'est que comment par exemple, on va dire que tu as un certain niveau. Donc là, bon, on a un certain niveau, on va dire, volume esthétisme, que tu penses, enfin, en tout cas, que tu considères comme atteint. Et après, tu as le niveau de force. Et là-dedans, tu as des objectifs particuliers, une barre à atteindre, je sais pas, une Ouais, charge que tu souhaiterais soulever un jour, un total. alors, j'ai pas forcément de total ou une barre en particulier, parce que c'est vrai que moi, je travaille pas du tout sur des répétitions maximales, et D'accord? je le déconseille assez souvent d'ailleurs, je le programme jamais. Et j'avais fait quelques vidéos où j'expliquais que pour moi, il y avait beaucoup, beaucoup de risques, très peu d'avantages. Donc, alors, je jette pas la pierre, j'en ai fait quand je me suis Mhm. entraîné des max, hein, je veux dire, je suis pas en train de dire que je n'ai jamais fait, mais j'ai pas pour objectif de faire un squat à 200 kilos. Par contre, je peux avoir des objectifs en termes de performance, en termes de charge, mais ça va être sur des séries, éventuellement des séries de 3, Mhm. des séries de 5. À un moment donné, j'avais envie de travailler avec juste une barre à 150 kilos. Ma barre en squat, elle restait à 150 kilos. Par contre, j'essayais de faire un maximum de répétitions. Et donc, j'avançais comme ça de répétitions. Je voulais voir jusqu'où je pouvais aller. Et donc, j'étais plus sur de l'endurance de force, en fait. Mhm. Et je me suis rendu compte que, ben, en fait, c'était peut-être là où j'étais le meilleur parce que à 150 kilos, j'arrivais à en faire, je sais plus combien j'ai fait, 12 ou 13 répétitions. Alors qu'en fait, si je mets 10 kilos de plus sur la barre, bah, j'en fais pas beaucoup et j'ai pas un max incroyable. Par contre, en endurance de force, je me suis rendu compte que c'était assez intéressant. Et le challenge, il était sur la durée de la série, là, pour le coup. Mhm. Donc, j'ai mes objectifs qui peuvent changer comme ça. J'ai pas envie de régresser, donc je sais les perfs que j'ai déjà pu faire sur certains mouvements. Après, par exemple, le soulevé de terre, je l'ai mis de côté pendant un moment parce que ça créait beaucoup de fatigue pour moi, ça apportait pas énormément de choses. Là, j'avais envie de le refaire, de le remettre en place, donc je l'ai remis en place. Bon, bah, je sais que pour l'instant, sur la barre, il y a 20 kilos de moins que ce que je mettais quand je le travaillais il y a quelques années. Mhm. Donc, éventuellement, je peux avoir comme objectif de retrouver des barres que je faisais à un moment donné, voilà, ou en tout cas de ne pas perdre, ou, ouais, ou d'améliorer, mais sur des séries, pas sur des répétitions isolées, D'accord, ok. plutôt. Ok. Et à côté de cet aspect entraînement, pour avoir le volume que tu as avec le niveau de définition que tu as, il y a forcément un contrôle alimentaire. Enfin, j'imagine, je sais pas, mais tu vas nous dire. C'est voilà, la question qui vient, c'est comment tu gères ton alimentation, parce que ça, c'est aussi quelque chose qui fait parfois un peu peur à la population générale quand ils se lancent dans la transformation physique entre guillemets. Et c'est toujours pareil, c'est parce qu'à mon avis, ils partent un peu trop dans les extrêmes. C'est ok, je fais du sport, mais en plus, je vais devoir arrêter de manger ça. Et du coup, ça fait trop de sacrifices d'un coup, qui sont même pas forcément nécessaires d'ailleurs, mais ça fait trop de sacrifices d'un coup, et donc du coup, c'est fin du processus. Ça s'arrête au moment où il faut manger. Et toi, du coup, comment tu le gères, ça, cette alimentation? Alors, pour moi, ou Ouais. pour quelqu'un d'autre? Ah, Pour pour toi moi, et après ouais, pour les autres. ok. Alors, moi, j'ai ancré mes habitudes, c'est-à-dire que je j'ai pas l'impression que ce soit un fonctionnement particulier, mais ça l'est par rapport à, on va dire, la norme, je pense. Donc, je prépare plutôt mes repas en avance et surtout, je cuisine. C'est peut-être un peu la clé. C'est pareil, tu disais tout à l'heure, on a dit aux gens qu'il fallait faire des pas. Moi, j'ai l'impression des fois qu'on découvre d'autres trucs du style, si vous cuisinez des grandes quantités en Ouais. avance, vous allez pouvoir faire vos plats. Ça s'appelle le batch cooking. J'avais vu une vidéo là-dessus, j'ai dit, mais vraiment, on est en train d'expliquer aux gens que s'ils font plus de riz que juste pour un repas, ils pourront en préparer d'autres derrière. C'est ça, quoi. Avec l'outil magique, le frigo, le truc qu'on Ouais. a Le inventé. congélateur, Voilà. ouais. Et du coup, je me dis, waouh. Et donc, en effet, moi, quand souvent le week-end, j'anticipe et donc je fais des plats, je fais des préparations. Et en fait, bah, après, c'est de l'assemblage, quoi. C'est de l'assemblage pour mes repas. Et en fait, quand tout est prêt et que vous avez juste à assembler, c'est beaucoup plus facile de garder le cap et de tenir.
c'est quand vous n'avez pas préparé que là, c'est impossible en fait, parce qu'en effet, vous n'avez pas le temps. Donc vous dites, bah non, mais là, j'ai pas le temps, je prendrai un truc sur place au boulot, machin. Bah, sur place au boulot, machin, ce sera pas un truc sur lequel vous avez Mhm. le contrôle et ce sera certainement un truc qui sera plutôt transformé, plutôt calorique et qui va pas vous apporter ce dont vous avez besoin. Donc, moi, je planifie en avance, je fais plutôt des grandes quantités, plutôt le week-end. J'ai aussi des shakers qui me permettent d'avoir un peu de flexibilité puisque c'est facile à transporter. J'ai des shakers dans mon sac que j'utilise ou pas, parce qu'en fait, tant que c'est pas mélangé, bah ça se garde, hein. Donc ça, c'est pas un problème. Et donc je sais que si jamais je dois rester au travail 2 heures de plus, bah j'ai mon shaker. Enfin voilà. C'est et puis après, en effet, bah oui, oui, je pèse. Mais même sans peser, en fait, je pourrais ne pas. Si je suis sans balance, je suis pas perdu, quoi. Je peux continuer à Mhm. manger. Je sais avec le temps à peu près. Je suis pas au gramme près. Je suis pas même à 50 grammes près de riz, etc. Donc voilà, je fonctionne comme ça. Mhm. Tu fais combien de repas par jour, toi, du coup? Alors moi, Moyenne. Sur une classiquement, journée, ouais, sur une journée type, hein. sur une journée type, je vais avoir 3 repas. Tant que je te dise pas de bêtises, 4 repas, on va dire plutôt classiques et solides, et 2 shakers, souvent. D'accord. 4 et 2 ou 4 et 1. 4 repas et un shaker ou 4 repas et 2 shakers, assez souvent. Ok. Ça fait, ouais, tu dois. Ah oui, tu avais fait une vidéo récemment là sur une question, je crois, où tu disais que tu visais un total calorique d'environ 3500, c'est ça, je crois, que tu disais? Ou trois Oui, mille. Ouais, idéalement, ouais, tu c'est vises quoi. ça. Ouais. Je Tu vis. Ouais, vises. non, mais c'est ça. Ouais. Je vise et je sais que des fois, je dois être un petit peu en dessous parce que pour moi, c'est assez Ouais. difficile et donc C'est beaucoup. naturellement, mon corps, il va plutôt essayer d'en prendre moins. Donc Mhm. voilà. Mais ça, c'est aussi ce qu'il faut que les gens comprennent, c'est que c'est très individuel et que on peut très bien aussi progresser sans avoir à manger 5 ou 6 fois par jour. C'est-à-dire que on peut aussi manger 3 ou 4 fois et ça peut très bien Mhm. fonctionner, être Mhm. efficace. Donc c'est pas Mhm. figé. La fréquence alimentaire, elle est pas du tout figée. Elle est adaptée en fonction de la personne pour justement que ça coïncide avec son mode de vie et qu'il y ait de l'adhérence. C'est ça, en fait. Mhm. Ouais, parce que toi, tu vas avoir ton emploi du temps, puis tes objectifs. Enfin, je veux dire, il faut se rendre compte quand même que 3 500 calories, c'est beaucoup, quoi. Enfin, faut y arriver, quoi. Si on mange. Ouais, Alors, si on se nourrit de McDonald's, ça va globalement assez vite. On arrive c'est assez vite ça. à Ouais, 3500. Mais 3500 calories de vraie nourriture, on va dire, enfin, c'est beaucoup. Je veux dire, ouais. c'est beaucoup. Donc, c'est clair qu'on n'a pas tous besoin, selon l'objectif, d'y arriver. Mais du coup, alors, maintenant qu'on sait comment toi tu le gères, comment tu conseillerais à quelqu'un qui veut débuter une transformation physique, hein, qui n'a pas forcément d'objectif de volume ou d'hypertrophie, mais qui voudrait rééquilibrer un petit peu son alimentation. Donc, le premier conseil que tu as donné qui est évident, je pense, c'est le fait de préparer en amont. Voilà, quand c'est prêt, Absolument, ouais. il y a moins de questions. Moins de questions, ça laisse moins de place à la mauvaise décision. Ça, c'est le principe. Et ensuite, du coup, quels sont les conseils que tu donnerais? Basiques, on va dire. Euh, alors, il y aurait peut-être sans doute un état des lieux à faire pour se rendre compte de ce qui est fait actuellement, parce que les gens, c'est pareil, sont très peu objectifs sur ce qu'ils font, bien souvent. On a des gens qui disent, ben moi, je comprends pas, je mange pas, ou je mange rien, ou je mange très peu. Et en fait, quand on regarde, ben, c'est pas ça, c'est qu'ils prennent des choses de la droite à gauche sans s'en rendre compte. Et donc, ça rajoute des calories au fur et à mesure, ou ils grignotent, etc. Donc, un état des lieux où on essaye de noter mais en étant très objectif au début sur un carnet, absolument tout. Tout ce qu'on va consommer, par exemple, dans une journée ou sur une journée typique ou une journée typique de la semaine et une journée typique du week-end, pour regarder ce qui se passe et voir où sont les besoins. Donc, si on veut, si on veut rester, de façon générale, sans du tout rentrer dans le détail, on va être sur des choses en effet de préparation de repas, combien de repas je dois faire par jour, etc. Mais sans avoir de base, sans avoir compté quoi que ce soit, c'est tout de suite un petit peu délicat. Donc je sais pas si euh, pour moi il faut à un moment donné quand même compter, euh, peser pour voir quel est l'apport actuel, parce qu'en fait c'est à partir de ça qu'on va pouvoir faire des changements. Parce qu'il existe des calculs, des formules, mais elles sont très théoriques. Et donc le mieux, c'est quand même de regarder l'état des lieux pour pouvoir faire des modifications. Donc juste par rapport à ce que tu disais, les deux grandes choses qui font que les gens sont en difficulté, c'est le fait de pas préparer. Ça, c'est la première chose, en effet. Et la deuxième chose, mais vraiment, une grande majorité des gens, c'est le week-end. On a des gens qui arrivent à faire du lundi au vendredi
un plan assez structuré, des choses qui sont bien, qui leur correspondent. Et le week-end, il n'y a plus de structure en fait. Il n'y a plus rien. Et donc, tous les efforts du lundi au vendredi peuvent être totalement anéantis par samedi, dimanche, puisque ils ont plus le rythme, ils ont plus leur fréquence de repas, ils se lèvent plus tard, ils mangent différemment, et puis ils veulent aussi peut-être un peu décompresser, se récompenser de ce qui s'est passé la semaine. Donc, si je veux rester très généraliste, je dirais c'est la préparation des repas, c'est la structure, et la structure qui doit rester du lundi au dimanche. Mhm. Ça veut pas dire que c'est la famine, la dépression et que il y a aucun fun et que il y a aucun. Enfin, moi, je suis pas en train de dire qu'il faut interdire des aliments. Je parle de structure. Mhm. Voilà, je parle de structure parce que les gens fonctionnent beaucoup avec le tout ou rien, et il y a des Ouais. gens qui fonctionnent beaucoup avec le fameux foutu pour foutu. Donc, à Ouais, partir c'est du vrai. moment où ils sont sortis de leur plan, c'est-à-dire qu'ils ont fait un écart, oh Mhm. bah bon bah tant Bah, tant pis, qu'on y est. c'est fichu. Ouais. Ce qui revient à. J'avais vu ça, j'avais trouvé ça drôle. C'est la même chose que si vous étiez en voiture, vous vous rendez compte que vous avez crevé, et vous descendez, vous voyez, oh bah, j'ai crevé un peu, puis vous crevez les trois autres. De dire, bah, tant qu'on y est, c'est parti. Mais Ouais. pourquoi? Non, en fait, c'est non, ça, c'est pas comme ça. Donc, mais beaucoup de gens ont ce fonctionnement-là, vraiment. Et Mhm. donc, forcément, bah, un écart, souvent plutôt le week-end, et puis après, bah, pouf, ils s'engouffrent, et puis après, bon, bah, j'ai fait plein d'efforts, ça marche pas, cercle, voilà, un cercle vicieux, donc ça sert à rien, donc ça marche pas, donc, bon, bah, j'arrête, quoi. Mhm. Et ça, c'est vraiment ce qui est très dommageable, et c'est ce qu'on retrouve très facilement pour D'accord. beaucoup de gens, pour beaucoup Ouais. de gens. Le problème, il est pas tant du lundi au vendredi, il est du vendredi soir, parce que je pense que le vendredi soir, il doit se passer plein de choses. Il est plutôt du vendredi soir au dimanche soir, quoi. C'est plutôt dans cette période-là qu'il y a des choses à voir. C'est ça, exactement. Bah, c'est comment je fais pour garder un cap, une structure qui soit pas totalement différente de ce que j'ai réussi à mettre en place la semaine, quoi. Parce que sinon, en effet, bah, j'annule mes efforts. Donc, après, c'est une question aussi de prise de conscience, choix. Et encore une fois, ça n'empêche pas d'avoir le week-end un repas un peu plus fun, on va dire. Mais Mhm. tout dépend ce que les gens ont derrière la tête, quoi. Bah, c'est toujours pareil, parce qu'il y en a pour qui un repas fun, c'est tout de suite, ça explose en termes de calories. Il y a de l'alcool, il y a plein de choses. Et puis pour d'autres, c'est juste, bah, j'ai mangé une pizza. Oui, bah ok, bah si t'as mangé une pizza un moment le week-end et que le reste du temps c'est ok, enfin, ça va pas, Ouais, ouais. tu vas pas chambouler toute ta semaine. Mhm, mhm. Mais voilà, est-ce que la pizza a entraîné derrière toute une Une cascade, dégringolade ouais. de Ouais, exactement, c'est ouais, ça. ouais. Et pour beaucoup de gens, la difficulté, elle est là. D'accord. Mais ça rejoint un truc qu'avait dit Anthony West, là, que Ouais, j'avais reçu sur le podcast. Il avait parlé de la modération. C'est vrai que j'avais pas fait le rapprochement. Mais c'est vrai que dire à quelqu'un mange avec modération, ça veut rien dire en fait. Parce que la modération, pour moi, la modération pour toi ou pour quelqu'un qui pèse 110 kilos, c'est pas la même, quoi. Donc manger avec Mm. modération, c'est vrai que ça peut être un bon conseil comme ça peut être un conseil qui sert à rien, quoi. Manger tout avec Ben, modération. en fait, c'est derrière les mots, les gens savent pas quoi mettre. Enfin, Ouais. modération, c'est-à-dire que moi, si je mange quelque chose, ils vont me dire, ah, tu manges beaucoup. Pour eux, c'est beaucoup. Pour moi, c'est pas forcément beaucoup. Donc après, c'est pour ça que tout de suite, si on veut faire les choses précisément, il faut aller regarder ce qui est fait actuellement, ce qui se passe. Parce qu'après, il y a d'autres choses un petit peu plus générales, mais on arrive assez vite aussi sur des chiffres. Mais globalement, une structure, quand on dit avoir une structure, c'est quoi? C'est des repas à intervalles réguliers dans une journée qui font qu'on n'a pas de fringales. Donc, typiquement, on n'a pas des espaces de 6 heures où on mange rien. Alors, il y a peut-être des fans du jeûne intermittent qui vont venir me dire, voilà, mais globalement, des repas à intervalles réguliers, un apport de protéines à chaque repas suffisant et si possible plutôt équivalent, c'est-à-dire que je répartis ma prise de protéines. Les gens des fois ils se tracassent, mais les protéines il faut les prendre que quand après l'entraînement uniquement. Non non, protéines on les répartit à chaque repas équitablement sur la journée. Vos repas ils sont comme ça vous n'avez pas trop faim. Au niveau de la digestion ça se passe bien. En fait c'est du bon sens, hein. Mhm. C'est assez simple et ben, ce qui fait que ça, c'est une structure. Voilà. Et puis après, si vous avez quelque chose comme ça, c'est pas au gramme près, encore une fois, bah, vous avez probablement quelque chose qui est plutôt équilibré, qui peut vous permettre de tenir. Si après, une fois, l'apport calorique dans vos repas, il correspond à vos besoins, déficit calorique si je veux perdre du gras, surplus calorique si je veux prendre du muscle, maintenant, si je veux rester là où je suis, ben, voilà, ça, c'est des choses assez simples et générales. Mais c'est vrai que pour certaines personnes, ça demande de faire des gros changements et pour d'autres, non. Mhm. Il y a des gens qui mangent pas le matin, pas parce qu'ils font du jeûne intermittent,
et qui auraient à gagner à manger le matin. Il faut leur apprendre aussi que le matin, on peut manger des protéines et qu'il y a des sources de protéines qui peuvent être consommées le matin. Et tout dépend en fait de ce que connaît la personne ou pas. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ont besoin vraiment de s'éduquer sur l'alimentation, mais pour d'autres, elles ont déjà des connaissances, mais pour d'autres, c'est vrai que c'est compliqué. Donc quelqu'un qui ne prend pas le petit déjeuner le matin, qui n'a aucune idée de dans quoi elle peut trouver des protéines pour son petit déjeuner le matin, par exemple, bon bah voilà, il y a plus de travail à faire que quelqu'un qui sait déjà le faire et juste qui craque le week-end parce qu'il craque le week-end, quoi. Ouais, Donc ouais, en fait, il faut vraiment ça dépend vraiment de là où on est, du niveau de connaissance qu'on a. Et je pense que le gros problème aussi des réseaux, c'est que quand on n'a pas beaucoup de connaissances et qu'on va chercher des infos, on tombe sur une vidéo de 30 secondes qui nous explique ça va super vite avec plein d'images qui nous explique que le matin si vous mangez ça machin vous allez mourir il va se passer ça ouais, attention. Ah ouais. non mais c'est ça maintenant, hein. Donc les gens après ils sont là oula et du coup c'est compliqué parce que quand on n'a pas la base de connaissances pour décrypter l'information, ah bah c'est impossible. Ah ouais. Moi, je suis. Alors, ouais, le premier truc que je voulais revenir, c'était sur un truc que tu as dit sur le fait de peser. Donc, toi, tu recommandes, entre guillemets, de peser au début pour faire un état des lieux. Peut-être les premières semaines pour se rendre compte des quantités et avoir une image visuelle des quantités. C'est pas peser toute ta vie, tous tes repas. Non, absolument Voilà, pas. voilà, Ouais, voilà. ouais. Non, On non, se met absolument d'accord pas. sur. Ouais, ouais. Non, non. Non, mais on est bien d'accord et ça peut aller relativement vite. Mhm, C'est-à-dire que si je fais justement le gros avantage de manger, de préparer ses repas, pas de manger, enfin, préparer ses repas chez soi et pas de les prendre ailleurs, c'est que vous allez avoir vos assiettes, vos bols, donc vous avez vos points de repère en termes de volume. Donc si vous allez peser deux, trois fois dans un bol 150 grammes de riz, vous savez à peu près ce que ça fait 150 grammes de riz dans ce bol-là. mhm, Donc mhm, le jour où vous pesez pas, vous mettez votre riz, vous voyez bien la place que ça prend. J'ai vu une entreprise qui avait créé une assiette, je crois, révolutionnaire avec un tiers, un tiers, un tiers, en disant un tiers de ça, un tiers de ça, un tiers. Et vous allez voir, vous allez maigrir et tout. Oui, ben en fait, on est juste enfin, c'est pour éviter aux gens de peser. Vous voyez, c'est le bon principe, quoi. Ouais. Enfin voilà, c'est ça. Et donc après, bah, je sais quoi, je sais à peu près. Bon bah, je me rends compte. Il y a des gens qui ont aucune idée de ce qu'ils consomment. Et donc c'est là où c'est difficile. Ils disent, oh, bah, je sais pas, moi je mange du riz, je mange, je sais pas, 150 grammes. Puis en fait, ben non, t'en manges pas 150 grammes, t'en manges 300 grammes en fait. Ah ouais, bah ouais, tu manges le double de ce que tu penses. Donc c'est pas grave, c'est juste que ça correspond pas du tout à ce que tu imagines, quoi. Et donc, une fois que j'ai pris des points de repère, c'est pareil, hein, 100 grammes de protéines animales ou végétales, bah, ça se repère assez vite, quoi. Et donc Mhm, après, on n'est pas à 30 grammes près, hein. mhm. Euh, donc Non, non, ouais, c'est juste pour ça, faire cet état des lieux et prendre conscience de ce qu'on mange à l'heure actuelle et vers quoi on va plus ou moins se diriger pour avoir quelque chose d'objectif. Parce que c'est vrai que si on reste dans l'estimation de ce qu'on mange, c'est très subjectif, quoi. Ça veut tout et rien dire. Le nombre de personnes qui mangent parfaitement bien mais qui n'arrivent pas à maigrir, c'est mais c'est exactement ça. Ouais, ouais, c'est compliqué. exactement ça. C'est très Et compliqué. il faut accepter ouais, d'être objectif puis de dire, ah bah, et puis que les gens se rendent compte dans quoi aussi il y a des calories, parce qu'il y a des gens aussi qui, en fonction de pareil, du niveau de connaissance, qui pensent pas que, alors nous, on n'a pas trop ça. Aux États-Unis, ils ont beaucoup ça quand ils vont prendre un café, un Starbucks, etc. Ils disent, je prends un café. En fait, ils prennent pas un café, ils prennent un goûter, enfin, ils prennent un truc qui a 350 calories parce qu'en fait, c'est Ouais. café, crème, sucre, machin truc. Alors en France, un peu moins en général, c'est vrai. Mais parfois, on arrive au bureau, il y a des petits machins qui traînent, il y a des petits gâteaux, il y a des petits trucs, les gens ils en prennent, ils pensent pas forcément qu'ils ont pris mais c'est pas pour diaboliser ce truc-là en fait, hein. Mhm. C'est pas pour dire ne le faites pas. C'est ok, mais ayez conscience que quand vous faites ça, c'est des calories que vous consommez. Et pourquoi vous les consommez maintenant? Est-ce que c'est parce que vous avez rien mangé ce matin et que du coup vous avez faim? C'est ça aussi, c'est se rendre compte à quel moment j'ai faim dans ma journée. Est-ce que c'est normal que j'ai faim à ce moment-là? Est-ce que j'ai mangé, qu'est-ce que j'ai mangé avant? Est-ce que j'ai mangé avant? C'est tout ce système-là en fait, il faut se reconnecter, quoi, avec ses besoins et avec son fonctionnement pour ensuite avoir un apport qui correspond à son style de vie, à son rythme de vie. Mhm. Voilà. Donc, pareil, il y a plein de boissons qui contiennent des calories. Bah, les gens le savent maintenant quand même plutôt bien, mais peut-être pas tout le monde. Peut-être les adolescents aussi, ils ont plus de mal à comprendre que dans certaines boissons, on a énormément de calories, plus que dans un Mhm. repas. Mhm. Donc tout de suite, Ça ça fait flambe. monter, quoi, quand même. Ouais. Ouais. Mais et là, alors, je garde les réseaux sociaux pour plus tard, parce que ça, c'est un peu
C'est un truc où des fois je perds mon calme, donc je préfère le garder pour la fin la fin de la Pour conversation. finir en feu d'artifice. Voilà, c'est ça, je préfère éviter. Mais oui, moi je voulais revenir sur l'importance aussi que tu disais là, quand tu arrives au bureau et que tu as des tentations un peu partout, c'est de manière plus générale, c'est que c'est vrai qu'en fonction de notre environnement, on va avoir plus ou moins de facilité à mettre en place certaines choses. Moi, je reste persuadé, alors c'est une opinion qui est partagée par d'autres, mais c'est mon opinion, qu'on est quand même globalement hyper influencé par notre environnement. Moi, je sais que j'essaye on va pas dire d'éliminer les choses que je n'apprécie pas de mon environnement, mais j'essaie en tout cas d'optimiser mon environnement avec que des choses qui m'inspirent. C'est-à-dire que sur Instagram, typiquement, bon, moi j'ai presque supprimé Instagram, mais sur Instagram, je ne suis que des personnes qui correspondent à mes valeurs, par exemple. Ça, c'est un truc aussi que j'ai jamais compris, mais il y a personne qui s'obstine à suivre des gens qui n'aiment pas. Tu Oui, sais, c'est presque du. Ouais, c'est un peu maso quand même. Je c'est comprends un peu pas maso. Il y a peut-être un côté un peu voyeurisme aussi. voilà, Ah, ça je vais aller par voir à quel point ce qu'il dit, c'est faux. j'aime pas. Ouais, Ouais. ça, c'est vraiment. Donc, voilà. Par exemple, ça, chez moi, par exemple, c'est pareil. Enfin, on est tous humains et sur un moment de fatigue, on craquera tous devant des biscuits. Enfin, je veux dire, donc j'évite d'en avoir. Je veux dire, Mm. si dans mon placard j'ai un paquet d'M&M, c'est que j'ai passé une mauvaise journée. Peu importe, enfin, je veux dire, je craquerai, je le sais. C'est pas. Donc c'est vrai que conditionner son environnement, c'est important. Et toi, justement, tu as un environnement qui est quand même assez orienté autour du sport, de l'entraînement et de la nutrition, parce qu'il y a ta femme également qui est dans ce domaine-là. Donc, elle est chercheuse dans un laboratoire pharmaceutique. Ça, Ouais, c'est pour un groupe pharmaceutique, pour ouais, un gros ouais, pharmaceutique. ouais. Et à côté de ça, elle fait également de la transformation physique. Donc, c'est un peu la discussion qu'on avait eue avant le podcast, parce que je connaissais pas la Mm. différence. Mais elle fait des compétitions bikini, qu'on appelle compétition bikini. Ouais. Euh, bon, je vais te laisser expliquer ce que c'est globalement, parce que tu utiliseras les meilleurs thèmes que moi. Ouais, ouais. Donc, alors ouais, ma compagne, ouais, elle est coach aussi. Je le mentionne parce que Ouais. elle a passé son diplôme de coach, donc enfin, c'est pareil, elle a plusieurs casquettes. Et en effet, elle est aussi bah, dans ce milieu-là, dans le sens où les compétitions, comme tu l'as dit, catégorie bikini, c'est des compétitions où on est jugé comme on pourrait imaginer les compétitions de culturisme classique, de bodybuilding, où voilà, on a des poses, etc. Donc là, c'est juste que les critères sont spécifiques. Donc c'est une catégorie qui est plutôt sur des critères, on va dire, euh, un petit peu féminin esthétique. Donc, par exemple, elles sont en talons. Il y a possibilité d'avoir des bijoux et il y a du posing. Et puis, on est évalué sur répartition des masses musculaires, qualité de la sèche. Mais il faut pas être trop sèche, c'est-à-dire qu'on veut pas avoir des stries au niveau des muscles. On veut pas qu'il y ait des veines sur les muscles parce que ça, en fait, ça peut être bah, éliminatoire. Enfin, du coup, on sera pas classé. Donc, c'est des attentes bien particulières. On veut une harmonie, on veut des muscles, mais pas trop de muscles, parce que sinon on va basculer aussi sur un autre type de catégorie, tout simplement. Donc, tout est dans la mesure, on va dire. Et donc, ça implique par contre, évidemment, euh, des entraînements très cadrés et une alimentation très cadrée, parce qu'on va être aussi sur des principes de bah, prise de masse, éventuellement maintenance et sèche, déficit calorique, perte de gras, pour atteindre ces critères-là. Et donc, c'est le même principe que pour moi, c'est-à-dire qu'elle va être à préparer ses repas, à compter beaucoup ce qu'elle fait, mais elle compte parce qu'elle a Hmm. des objectifs et des attentes compétitives, à visée compétitive. Donc, il faut bien savoir que on n'est pas obligé Oui, 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 de faire la même chose. bien sûr. Voilà. Mais et du coup, vous vous entraînez ensemble? Oui, alors on s'entraîne pas systématiquement ensemble, Oui, mais j'imagine. Il y a son emploi du temps, mais... ça arrive assez souvent, ouais, en effet. Alors quand on s'entraîne, on fait chacun nos entraînements. Des fois, ça m'arrive aussi d'aller la voir uniquement sans que moi je m'entraîne pour vérifier un certain nombre de choses, pour avoir un regard extérieur, même si elle sait s'entraîner, même si voilà, elle est coach, parce que c'est important. Ça peut être utile aussi d'avoir un regard extérieur sur la technique. Donc des fois, je vais aussi voir et lui donner mon avis, etc. Mais sinon, oui, on s'entraîne régulièrement ensemble. On mange pas la même chose, donc ça c'est aussi assez particulier. Ça surprend. Ça c'est pas un fonctionnement normal, on va dire. Mais on va cuisiner chacun des choses différentes et on va manger ensemble, souvent, en même temps, mais pas Ouais. forcément du tout la même chose. Ah oui, oui, d'accord. Euh, voilà, parce que ça c'est aussi une difficulté que peuvent rencontrer les gens.
Mm. Euh, bah non, mais moi, chez moi, c'est telle personne qui fait à manger. Donc, si moi, je dois lui dire que je peux pas manger ça ou ça, je vais me faire engueuler, quoi. C'est vrai aussi que là-dessus, on peut être un peu contraint. Ça dépend. Mm. Et pourquoi vous mangez pas la même chose? Elle a un régime particulier ou tu as un régime particulier ou c'est juste une question Euh, de goût? C'est plus une question de goût, c'est-à-dire D'accord. que elle a besoin d'avoir beaucoup de variété, d'avoir des choses très belles visuellement, qui font envie, un petit peu un côté artistique aussi, et avoir envie de faire des choses jolies, variées, des petites recettes, des trucs un petit peu ouais, nouveaux, etc. Et moi, bah moi, tu peux me mettre la même chose plus ou moins tous les jours, ça ressemble à pas grand-chose et il n'y a aucun problème. Ok, d'accord. Donc c'est très et c'est là qu'on se rend compte aussi de l'importance quand on des différences individuelles pour les gens et de se connaître et de comprendre qu'il est possible de manger des choses qui soient jolies, très différentes, qui changent un petit peu tout le temps, etc. Et qui c'est aussi possible d'avoir des choses pas forcément ultra variées tout le temps et que dans les deux cas ça peut fonctionner. Mais que par contre, il faut être content, il faut adhérer au truc, quoi. Donc si moi je lui demandais de manger comme moi je mange, elle arriverait pas à tenir, Uhum, uhum. par exemple. Ouais. Et si toi tu devais cuisiner comme elle, peut-être que tu prends pas, tu y Ah arriverais pas non ouais, plus, quoi. je deviendrais un peu fou parce qu'en fait ça m'énerverait quoi. Enfin, je me dirais mais non mais j'ai pas pourquoi faire ça ou Ouais. non mais je rajoute juste ça et c'est bon. Ou alors bah non mais je vais refaire la même chose qu'hier. C'est pas grave en fait. Par exemple, Ouais. par exemple. Et ça, c'est quelque chose que tu as un petit peu évoqué. Vous êtes tous les deux coachs. Donc, toi, tu fais tes programmes, ça, tu nous l'as expliqué. Et qui fait les programmes de ta femme, de ta conjointe? Elle, toi ou une tierce personne? Pour ses programmes à elle. Ouais, pour ses entraînements. Pour ses entraînements, alors c'est moi qui fais. Alors, il y a un moment donné où elle faisait ses programmes d'entraînement. Mais là, plus récemment, c'est moi qui lui fais ses D'accord. entraînements. Voilà. Et d'où l'intérêt aussi, Ouais, quand d'aller je lui voir. programme des entraînements, d'aller voir et d'aller. Alors, soit je vais voir, ou quand je peux pas, des fois, elle me montre les vidéos, etc. pour avoir un regard extérieur aussi. D'accord, ok. Et, euh, et du coup, on va pouvoir tout doucement rentrer dans le. Parce elle aussi, elle est sur les réseaux sociaux, il me semble. Oui, Elle est aussi sur les absolument. réseaux sociaux. On va pouvoir rentrer dans le débat, le vif du sujet. C'est parce que la majorité des gens, donc on l'a dit aujourd'hui, avant il y avait les livres, maintenant il y a les réseaux sociaux. Donc c'est globalement quand quelqu'un veut une C'est bien information, triste. c'est ce qui est Bien bien triste. triste, oui, mais c'est Ouais. malheureusement c'est la vérité. C'est-à-dire que maintenant quand on veut en savoir sur un sujet, c'est pas, on va pas regarder un livre dessus, hein. On va aller voir une vidéo d'une minute. C'est tellement plus simple. Et donc du coup, c'est devenu, je pense, hein, honnêtement, la source d'information numéro une des personnes aujourd'hui. En tout cas dans le milieu fitness, on va dire, sport fitness, nutrition, c'est les réseaux sociaux. Alors, moi, j'ai toujours pas décidé si c'était une bonne ou une mauvaise chose. Parce que c'est pareil, hein, pour rester dans le thème, il y a à boire et à manger sur les réseaux sociaux. Mais donc toi, tu t'es lancé dedans. Mm. Ça marche plutôt bien. Qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer sur les réseaux sociaux? Pourquoi t'es pas juste Alors, resté enseignant, coach, hors réseaux sociaux, quoi? je me suis lancé là-dessus. À l'époque, j'étais professeur d'EPS j'étais au lycée. Donc mon métier, c'était de faire cours à des élèves, ce que j'appréciais hein, très bien. Mais ma passion, c'était l'entraînement. Et je pouvais pas forcément parler à mes élèves d'entraînement, de musculation, de nutrition, d'hypertrophie parce que c'est pas le Hmm. sujet, ça Plein milieu du cours m'intéresse de pas. basket. Ouais, voilà, c'est ça. Et donc ça a été pour moi aussi un support sur lequel je pouvais m'exprimer et partager un peu ma passion. Et j'étais libre d'un point de vue création. Tu choisis un petit peu le format, tu choisis de quoi tu parles, c'est toi qui décides en fait. Hein. Et je pouvais aborder vraiment les sujets, les thématiques qui me plaisait et que je retrouvais pas forcément bah, sur d'autres comptes. Et donc, alors, je dis pas que ça n'existe pas, évidemment, j'ai pas cette prétention-là, mais moi, je voyais pas forcément ça, et donc je pense que c'était, alors c'est forcément aussi une façon de se faire connaître, il y a toujours cet Bien aspect-là, sûr. mais c'était surtout, en fait, j'attendais pas forcément de retour direct, je voulais bah, pouvoir partager vraiment les choses qui me passionnaient sur ces thèmes-là, quoi. Parce que je l'avais pas forcément encore. Mon activité vraiment principale, c'était vraiment prof, quoi. Donc j'avais des élèves et puis je faisais des cours de PS, quoi. Et donc ça, c'était quelque chose qui me permettait d'aller bah, voilà, partager. Je pense que c'est ça qui a démarré ce que j'appelle les capsules café, qui ont démarré il y a très longtemps en réalité
C'était cette volonté-là, quoi, de faire des vidéos avec un format un peu plus long que les formats très très courts qu'on voit maintenant, où je prenais le temps d'aller aborder un certain nombre de choses. Alors, c'est pas le format qui fonctionne le mieux parce que je parle un peu comme un prof, donc je parle beaucoup, et puis voilà, C'est c'est un de peu trop lancer ça. qualitatif pour marcher. C'est un peu ça, je Et sur- pense. C'est un peu trop qualitatif pour marcher. Mais là, alors moi, c'est juste ce que j'avais mis sur ton compte, c'est quelque chose qui me fatigue beaucoup. Euh, c'est ton compte, c'est un compte où tu donnes des informations plus que tu ne vends. Alors, évidemment, de temps en temps, tu parles de tes coachings parce qu'il faut vivre et après tout, pourquoi pas. Mais c'est pas quelque chose que tu fais pas des promos toutes les semaines ou tu parles pas de tes places toutes les semaines ou des choses comme ça. C'est vrai que ça reste quand même un compte à 80%, on va dire, de transmission d'informations ou en tout cas d'échange, puisqu'on peut pas toujours prétendre avoir l'information. En tout cas, voilà, tu échanges. Et ça, c'est quand même assez plaisant de, voilà, juste de savoir que c'est quelqu'un qui a pas spécialement quelque chose à vendre, parce que déjà, ça enlève un biais, et, euh, et qui est juste là pour donner des informations, et en plus avec une pédagogie d'un enseignant, qui est quelque chose qui manque beaucoup, je pense, chez la majorité des créateurs de contenu, moi y compris, parce qu'on n'a pas cette manière d'expliquer qu'ont les enseignants. Enfin, c'est un métier enseigner, hein. Moi, j'ai toujours dit, moi, je sais qu'on m'a souvent demandé en tant qu'enseignant vacataire d'intervenir dans les Mhm. universités parce que, de par mon métier, mais je me rends vite compte de la limite du fait que je sois kiné ou préparateur physique. Je suis pas Mhm. enseignant, quoi. Enseigner, c'est vraiment un truc, c'est bien particulier hein, d'enseigner. C'est une compétence particulière. Et donc ça, c'est très plaisant de le retrouver sur ton contenu parce que voilà, il y a ces deux qualités où tu as t'as un savoir, on va pas dire le savoir, mais tu as un savoir et tu as la pédagogie qui va avec, et tu cherches à le transmettre sans vendre. Et ça, c'est un peu le problème des réseaux sociaux, parce que le fait de vouloir toujours vendre, ça amène des fois à dire d'énormes bêtises, quoi. Mhm. Pour faire un peu de buzz. Et je pense que c'est là où les réseaux sociaux ont dérivé, c'est à partir du moment où ils ont généré de l'argent, où maintenant, c'est plus à qui va buzzer le plus que plutôt à qui va donner l'information la plus intéressante. Et c'est pour ça que je trouve que maintenant, s'y retrouver dans les réseaux sociaux, c'est impossible. Enfin, je sais, c'est extrêmement difficile pour quelqu'un qui n'y connaît rien de débarquer sur les réseaux Mhm. sociaux et de faire le tri entre quelqu'un qui dit quelque chose de sensé et quelqu'un qui dit des bêtises pour vendre ce qu'il a à vendre, quoi. Et ça, c'est vraiment difficile. Donc, c'est vrai que toi, comment tu le vois et comment tu essayes de te différencier de ces commerciaux, on va dire, dans ton contenu? Comment parce que Je tu fais partage. pas ça pour buzzer, parce que j'avais rigolé une fois, tu avais mis une vidéo pleinement assumée, ça m'a fait mourir de rire, où tu t'étais mis torse nu. Et t'avais mis juste pour faire marcher l'algorithme ou voilà, c'était assumé quoi. C'était pas un truc, ça m'avait fait rire. Donc il y a vraiment cette distinction entre le buzz et l'information et donc ça m'avait fait rire. Donc vas-y, je te laisse reprendre. Ouais, bah, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, et c'est typique, et je trouve que c'est absolument révélateur. C'est la vidéo dont tu parles là. J'enlève mon t-shirt après mon entraînement, je fais un tour sur moi-même, elle Hmm. dure 8 secondes. 402 000 vues là, voilà. 402 Oh. 000 vues. Je fais une vidéo après où je traite d'un sujet, mais même sur un format court, un petit peu fun, machin, ça va faire 15-20 000 vues. Voilà. Et Tout est dit. l'algorithme s'est enflammé et je me suis dit, mais c'est incroyable que, en fait, tu appuies sur les bons trucs, les bons boutons, machin, et là, et tu comprends que il y en a qui se retrouvent à faire des contenus qui soient que ça. Parce que le but, c'est d'avoir un effet un petit peu entonnoir avec bah, beaucoup de vues, donc beaucoup de gens qui te mettent à suivre. Donc, si tu as énormément de gens, bah, tu en auras forcément une petite partie qui va potentiellement venir acheter quelque chose. Et donc, voilà. Et donc, ce fonctionnement-là, c'est poussé en avant par les réseaux. Et moi, c'est le truc qui m'embête le plus avec le fameux algorithme, là que personne connaît vraiment parce qu'il a sa propre autonomie de ce que Hmm. j'ai compris. Il évolue tout seul, donc c'est super. Moi, je trouve ça terrifiant en fait. Mais bon, je m'en sers aussi hein, parce que Hmm. voilà. C'est qu'il va mettre en avant toujours les contenus qui sont très contrastés, très provocateurs et parfois juste faux en fait. Et ça, c'est un vrai problème parce qu'on a des comptes qui sont propulsés en avant, qui disent des choses qui sont fausses. Alors qu'on sait que c'est faux. Par contre, les gens qui vont montrer par A plus B que bah non, mais ça marche pas, c'est faux, on sait que c'est faux, bah eux, ils n'ont pas du tout la même visibilité. Donc les gens sont exposés à des choses qui peuvent être tout simplement fausses et ne jamais avoir le contre-argument. Et quand elles le verront, ce sera un contre-argument de quelqu'un qui aura très peu de visibilité. Donc si les gens ne savent pas trop, ils vont dire, ah mais regarde, lui, il a quand même, t'as vu tous les gens qui le suivent, c'est que quand même ça doit être vrai. Et lui, bah non, à mon avis, il n'est pas très connu. Hmm. Voilà.
Donc et je suis d'accord, c'est un vrai problème. Donc j'ai un peu, j'ai j'ai décidé de rester quand même fidèle à moi-même et de pas partir dans la provoque totale. Alors parfois, je fais des formats un petit peu courts où je m'attaque avec un angle spécifique, euh, où j'essaye d'avoir une accroche un petit peu provocatrice volontairement. Mais derrière, je nuance en général assez facilement mes propos. Et encore une fois, je fais des formats qui sont souvent des formats un peu trop longs pour Instagram. On me le dit parfois. On me dit, bah, mets sur YouTube. Alors, ça me demanderait de faire d'autres types de vidéos, de montage, machin. Donc, j'ai parfois mes formats de capsules, c'est parfois 6, 7, 8, voire 10 minutes. Donc, si les gens, il faut que les gens aient 10 minutes d'attention, c'est super long sur le Ouais. réseau. Mais moi, pour moi, c'est très gratifiant quand j'ai des gens qui vont jusqu'au bout de ma vidéo parce que même si c'est pas beaucoup de gens, voilà, je préfère rester là-dessus. Mais il est vrai que les vidéos qui parfois fonctionnent beaucoup, c'est des vidéos qui choquent parce qu'en fait, ce qui fait que ça va fonctionner, c'est que les gens vont réagir et en général plutôt négativement parce que les gens vont plus facilement commenter quelque chose quand ils sont pas contents ou pas Ouais. d'accord. Donc il faut faire quelque chose qui aille contre ce qu'ils imaginent. Et donc c'est ça qui pousse, je pense, beaucoup alors soit à dire des choses très très tranchées, soit à aller à actionner le levier de la peur, hein, qui fonctionne très très bien sur les réseaux, sur l'entraînement ou beaucoup sur la nutrition. Euh, et ça, moi, c'est ça. Tu parlais des choses qui t'énervent. Moi, c'est ça qui m'énerve vraiment. C'est les Ouais. gens qui utilisent la peur pour gagner de l'argent. La peur et la désinformation. Ça fait un peu théorie du complot, dit. mais, euh, Heureusement qu'on n'est pas mais en plein Covid parce que là, sinon, c'est non, pas non, bien. mais voilà, non, mais sur des choses, les trucs du style, si vous mangez, voilà, moi j'ai vu des trucs, si vous mangez, si vous buvez un petit jus d'orange, un jus d'orange au petit déjeuner, globalement, c'est presque, vous allez mourir. Enfin, vous êtes en train Hmm. de, enfin, je veux dire, faut se calmer, quoi. Puis ça tient pas debout, en fait, ça tient pas la Bah route. oui. C'est des choses. Voilà, donc ça, moi, ça m'insupporte vraiment. Et donc, j'essaye de garder mon aspect un peu, enfin, qui je suis aussi, quoi. C'est-à-dire, bon, bah, je me prends pas trop la tête, je fais des petites blagues, j'essaye de faire passer une idée. Et puis, assez souvent, bon, bah, voilà, les gens voient que en fait, c'est contrasté, c'est un peu nuancé. C'est voilà, vous avez les deux teams. En général, à chaque fois, il y a la team non, oui. Et puis, bah, c'est quoi? En fait, ça dépend du contexte et on est dans un entre-deux, très souvent. C'est ce que j'avais expliqué pour le fameux athlète hybride. C'est ce que j'explique enfin pour pas mal de choses aussi, quoi. Ouais. Donc, Ouais. Mais et quelque part, il y a une petite reconnaissance parce que bon, tu atteindras probablement jamais le million d'abonnés avec des capsules, capsules café, c'est fort mais probable. Oui. mais en tout cas, enfin, le compte marche quand même. C'est quand même, je vais pas regarder récemment, mais tu dois avoir une dizaine ou une vingtaine de milliers d'abonnés. Ouais, c'est parce Ouais. que c'est 18 000, quelque Ouais, chose voilà, comme bon, ça, ouais. voilà. C'est quand même un compte. Bah, c'est sûr qu'on est très loin des influenceurs, voilà, mais ça reste quand même un compte qui marche pas mal. Donc, ça veut dire que qu'il y a de l'espoir. Je veux dire, on peut y arriver, quoi. On peut réussir à faire de la qualité et avoir un minimum de réussite, quoi. Ouais, mais je pense que pour moi, la clé, ça a été vraiment ouais, de partager des choses sans avoir d'attente en retour. Je pense Mm. que ça a été vraiment ça le moteur, c'est-à-dire mais parce que parce qu'en fait, on prend du temps, de l'énergie, donc faut vraiment derrière il faut tirer quelque chose. Moi, j'en tire de la satisfaction parce que j'avais quand même des retours positifs. Mais quand je dis des retours positifs, c'est des gens, des commentaires ou des petits messages ou des gens qui me disent, bah ça m'a aidé, merci. Et bah, pour moi, c'est super valorisant en fait. Et donc, je trouvais ça, je m'y retrouvais en fait. Et je m'y retrouve. Mais par contre, en effet, là, je sais que j'ai pas publié depuis un petit moment. Il faudrait que je publie un petit peu plus souvent. Mais pour publier souvent, ça demande beaucoup de temps, surtout quand on essaye de faire des choses un peu réfléchies. Parfois, même sur des formats courts, c'est pas facile de faire un format court et qui soit quand même intéressant parce qu'on n'a pas beaucoup de temps pour dire des choses. Et justement, comment être nuancé sur 1 minute 30, quoi. Mm. C'est compliqué, hein. Donc ça demande du temps et c'est vrai que je comprends, enfin je comprends très bien que les gens se prennent un petit peu dans le rouage du bah non, mais il faut que ce soit des trucs impactants, machin, ou des vidéos de 3 secondes avec lisez la description. Et je comprends parce que ça passe beaucoup, ça maintenant aussi. Ouais, j'ai vu ça, ouais. Enfin voilà, il y a plein de trucs. Je pense qu'il faut faire les choses qui me plaisent, mais c'est vrai que moi, ouais, j'ai été surpris que
c'est par moment, hein. Par moment, Ouais, ça. Et qu'est-ce qui fait que par moment ça monte? Parce que, en général, c'est que j'ai fait une vidéo qui a eu un peu plus de visibilité. Une qui, ben, ça m'avait fait rire. J'avais fait une trilogie. Donc, j'ai fait trois formats, trois vidéos de 1 minute 30 où je commence par dire, vous avez remarqué qu'il y a une mode du dos rond sur le soulevé ah de ouais, terre. ah ouais, à une époque, oui, ça c'était quelque chose. Alors, je démarre comme ça. Ouais, Première vidéo. Et j'explique. Attention, j'explique que c'est plutôt une bonne idée quand on fait du soulevé de terre, surtout quand on apprend le soulevé de terre, de mettre son dos globalement plat par rapport aux ouais, courbures anatomiques parce que ça fait une répartition des forces, ouais, ça s'équilibre et on est bien conçu pour faire ça comme ça. Bon, bah, ça s'est enflammé parce que les gens m'ont expliqué que j'avais rien compris, que le dos pouvait être rond, enfin voilà, machin. Et donc cette vidéo-là, elle a eu énormément de vues. Et les deux suivantes où je vais nuancer, détailler, expliquer le contexte pour la force athlétique, la flexion thoracique, qui n'est pas la même chose que la flexion lombaire, etc., etc. Mais ils sont pas allés les voir. Donc ils ont retenu un truc, voilà, un tiers, très, 30%. voilà, très, et puis le début quoi. Mais comme je dis, un truc qui leur a pas plu, ça a été beaucoup vu. Et c'est encore une fois, c'est très, ça c'est un peu frustrant parce que et puis du coup, bah, je commentais, bah, j'ai fait deux autres vidéos en fait où je dis, j'explique. Et donc voilà, de temps en temps, ça fonctionne comme ça quoi. Donc Mm. puis après on comprend pas toujours quoi. Il y a des vidéos où on se dit, bah ça c'est une vidéo d'information, oui, d'accord, mais et les gens la trouvent super géniale et ils ont appris plein de trucs. Et puis d'autres, on est super content de sa vidéo. On se dit, mais là, quand même, j'ai fait un vrai boulot. C'est bien, bien, bien détaillé. Et puis, bah, pas tant que ça. Échec. Donc, je pense que ouais, la clé, c'est de pas attendre forcément quelque chose en retour. Et juste, et ça, je pense que c'est important aussi, se dire que même si ça parle à 5 personnes, 10 personnes, si ça fait une petite différence ou que ça les aide, parce que ça, c'est important aussi de pas viser. Enfin, je sais pas quand je dis ça à qui je m'adresse, mais si le but c'est de viser de toujours avoir tout le temps plein d'abonnés, je veux dire ça peut être très bien. Et on peut faire des choses très bien et avoir plein d'abonnés aussi. Je dis Oui, pas que si on a plein d'abonnés c'est qu'on fait des choses pas bien, mais de viser toujours la quantité. Parce qu'après, moi, ce que j'adore, c'est que les gens qui me suivent, c'est les gens qui me connaissent et qui ont compris mon fonctionnement, qui ont un peu compris mon sens de l'humour. Et donc, on peut faire des interactions et ça marche bien et c'est assez bienveillant et c'est rigolo et du coup on peut faire des blagues un petit peu sur la durée quoi. Le truc de l'athlète hybride, moi des fois je fais mm. des blagues et voilà parce que des fois je vois des vidéos qui ont beaucoup de vues, beaucoup de commentaires, puis quand je vais voir dans la rubrique commentaires, je me dis waouh, ah ouais non mais là c'est quand même c'est un chantier, c'est quand même des gens ils sont peut-être un peu perdus, quoi. Enfin, voilà. Et enfin, je dis ça, moi, la vidéo là où j'ai 400 000 vues, c'est ça, hein, les commentaires, si vous Ouais, regardez, enfin, il y a au début, c'était des gens très des gens bienveillants, des gens, enfin, voilà, ouais, puis assez vite, c'est parti un peu en vrille, quoi, forcément. ah Et oui, donc, est-ce qu'on a envie d'avoir, enfin, quelle communauté on a ouais, aussi bien envie? sûr. Enfin, moi, l'idée, c'est que j'ai envie de partager mes valeurs. Enfin, c'est ce que t'en parlais aussi. Donc moi, il faut que je sois en accord avec ce que je dise. Et voilà, bon, bah, si ça plaît pas trop à l'algorithme, tant pis, ce sera pour une autre fois ou pas. Et puis voilà quoi, hein. Non, mais je pense que tu as raison. Puis moi, ce que j'ai remarqué aussi sur les réseaux sociaux, ça c'est un truc qui est important, enfin, que je trouvais assez intéressant à analyser, c'est que il y a beaucoup de vidéos qui se concentrent sur des détails. Il y a beaucoup d'informations sur des détails qui conviendraient très bien à des personnes qui sont expérimentées ou avancées dans un certain niveau. Mais généralement, enfin, c'est rarement ces personnes-là qui ont besoin d'aide. La majorité des personnes qui ont besoin d'aide, c'est des personnes qui débutent, qui ne connaissent absolument rien. Et généralement, en fait, dans la masse d'informations qu'il y a très peu d'informations pour eux, en fait, puisqu'on se Mhm. concentre tellement sur des détails qui Ouais, peuvent être utiles absolument. pour des personnes avancées, que la personne débutante, eh ben, elle n'a pas d'informations de base, on va dire des piliers sur lesquels elle peut se baser Mhm. pour commencer sa progression. Et du coup, elle va forcément regarder le contenu qu'il y a, qui est pour les personnes avancées. Et donc, elle va commencer à se prendre la tête avec des détails insignifiants, enfin, qui sont signifiants pour la personne avancée, mais qui sont insignifiants pour elle à son niveau. Et, et au final, elle va se perdre et finalement pas avancer, quoi, puisqu'elle va plus se prendre la tête à savoir comment elle peut gérer le détail plutôt que de regarder le- les 99% restants de ce qu'il y a à faire. Donc, c'est vrai que toi, si tu devais à l'heure actuelle donner des conseils, des fondations à une personne qui débute dans la transformation physique, bon, nutrition, on a déjà abordé, mais plutôt dans Mhm. l'entraînement, du coup, qu'est-ce que tu leur dirais de faire?
enfin, qu'est-ce que tu leur conseillerais? Bien que ça doit être probablement individualisé, mais voilà, demain, j'ai décidé de faire une transformation physique, j'ai pris mon abonnement à la salle. Quels seraient tes conseils de base, vraiment de base? On retombera toujours sur la structure qui doit être primordiale pour qu'il y ait une adhérence et pour que ça dure dans le temps. Ça marche pour la nutrition, ça marche pour l'entraînement, et puis ça marche pour d'autres choses quand vous voulez développer des qualités dans la vie, des habiletés particulières. Donc, il faut que la structure, il faut que la fréquence d'entraînement en particulier puisse matcher avec votre mode de vie. Donc, si vous pouvez aller à la salle 3 fois par semaine, n'allez pas vous mettre sur un plan à 5 fois par semaine. C'est pas la peine, vous n'allez pas le tenir. Vous allez le tenir peut-être 2, 3 semaines, et puis après, vous n'allez plus y aller. Donc, en général, on règle d'abord la fréquence d'entraînement, c'est l'habitude de se rendre à la salle, l'habitude d'aller s'entraîner, c'est l'habitude qu'il faut ancrer dans sa vie. C'est la base. C'est ce qu'on oublie souvent de dire. Une fois qu'on a notre fréquence qui est réglée, on va chercher à travailler ces groupes musculaires. Moi, je suis plutôt, dans la grande majorité des cas, partant sur une structure qui permet de solliciter les groupes musculaires plusieurs fois dans la semaine, les mêmes groupes musculaires plusieurs fois dans la semaine. Donc, pas partir sur quelque chose qu'on trouve très classiquement, à savoir une séance, je fais que pectoraux, triceps, l'autre séance, je fais que les jambes, l'autre séance, je fais que ça. Même si ça peut avoir des effets bénéfiques, bien entendu. Donc, si je suis sur une fréquence même de 3, 4 fois dans la semaine, chercher à avoir un programme d'entraînement qui sollicite ces différents groupes musculaires-là. Moi, j'utilise un système que j'encourage les personnes qui démarrent à utiliser, mais c'est comme ça que je fais mes programmes d'ailleurs, et c'est ce que j'apprends aussi aux étudiants que je forme. Je fonctionne par famille de mouvements. C'est-à-dire que je veux que dans un programme, on retrouve les grandes familles de mouvements, ce qui permet de n'avoir aucun exercice obligatoire, mais d'avoir des grands mouvements obligatoires. Donc, faut qu'il y ait à un moment donné une flexion de jambe, une forme de squat dans la semaine. Faut qu'il y ait à un moment donné une flexion-extension de hanche. Une flexion-extension de hanche, c'est ce qu'on retrouve sur un soulevé de terre, mais n'importe quel type de soulevé de terre. Jambes semi-tendues avec kettlebell. C'est aussi ce qu'on retrouve sur une extension banc à lombaire, par exemple. Il faut qu'il y ait un tirage vertical, un tirage horizontal. Il faut qu'il y ait une poussée verticale, une poussée horizontale. Je veux voir dans ma semaine ces grands mouvements qui sont travaillés pour avoir quelque chose qui soit équilibré. Donc, fréquence d'entraînement, groupe musculaire travaillé, les mêmes groupes musculaires travaillés plusieurs fois dans la même semaine. Vérifier qu'on a ces grandes familles de mouvements-là. Tenir un carnet d'entraînement pour mesurer sa progression. Absolument indispensable. Donc, il faut que les entraînements soient de plus en plus difficiles, ce qu'on appelle la surcharge progressive. Donc, on va augmenter soit la charge, soit les répétitions petit à petit sur ces différents exercices-là, sur ces différents mouvements-là. Et il faut qu'il y ait une intensité, mais même si au début, il n'y a pas une grosse intensité, le fait d'avoir cette surcharge progressive va faire qu'au bout d'un moment, vous allez l'avoir. Donc, même si au début, vous n'êtes pas encore complètement avec une zone d'intensité optimale, elle va venir si vous tenez votre carnet d'entraînement à jour et que vous cherchez à progresser. Et, point important, j'aurais pu le dire même plus tôt, gros focus sur la technique, apprendre les techniques, standardiser les répétitions. Ça, c'est si vous débutez surtout, si vous débutez dans l'entraînement, ancrer les techniques parce qu'elles vont vous servir toute votre vie et c'est ça qui va faire que vous allez avoir des entraînements de qualité. C'est la qualité des répétitions qui va faire que vous allez avoir des choses qui vont se passer. Vous pouvez pas construire un physique sur des techniques approximatives. Donc, la qualité des mouvements, elle est primordiale. D'où souvent là où le regard extérieur peut être Mhm, mhm, vraiment super important. mhm. Donc là, je suis resté sur l'entraînement. Ouais. Ou Ouais, ça, c'est ce que je donnerais c'est déjà pas aux mal. débutants. Ouais, c'est la façon que j'ai d'expliquer quand j'explique voilà, à quelqu'un qui veut démarrer les points fondamentaux sur l'entraînement. D'accord. Donc là, au moins, on a. Donc, si je fais le résumé, d'un point de vue entraînement, c'était la fréquence, combien de fois? Et là, on revient un petit peu à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est l'objectif très bien. Et qu'est-ce que vous êtes prêt à faire pour l'atteindre aussi? Déjà, à Oui, partir de ce oui, moment-là, on va déjà oui. poser. Si la personne dit je peux y aller une fois toutes les 2 semaines, je commence quand la transformation physique? Bon bah voilà. Non mais Ouais, 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 non, c'est-à-dire mais c'est quand important. je dis trouver une Ouais, bien fréquence sûr. qui correspond à votre mode de vie, on est d'accord que alors si vous partez de rien, aller 2 fois à la salle dans la semaine, c'est déjà mais c'est très bien. Et il va se passer Ouais, des bien choses. sûr. Voilà, c'est important. Mhm. Les gens sont toujours, comme tu l'as dit, dans c'est tout ou rien, c'est foutu pour foutu. Enfin voilà. Donc c'est soit je peux y aller 5 fois par semaine et c'est bon, soit je peux pas y aller 5 fois et ça sert à rien d'y aller. Non, non, non. Si vous êtes sédentaire, si vous entraînez pas du tout, si vous faites un sport mais pas du tout d'entraînement contre résistance, déjà 2 fois dans la semaine, c'est très bien. Et puis après, petit à petit, peut-être vous allez pouvoir caser une troisième séance aussi, hein. Vous allez pouvoir modifier votre structure.
mais partez avec quelque chose de réaliste. Voilà, prenez en compte à quelle distance est la salle de chez vous, combien de temps il vous faut pour y aller, à quel point vous allez être tenté de pas y aller. Il faut que la structure elle soit planifiée, elle soit réaliste, et peut-être elle est un petit peu, c'est un challenge peut-être quand même pour vous. Parce que Mm. à un moment donné, il faut peut-être aussi, on est d'accord, si la personne se dit ouais, bon, moi je peux y aller une fois comme de temps en temps, non, ça va pas. Il faut quand même quelque chose mais quelque Ouais. chose de réaliste, quoi. Ouais. Donc ça, c'est... moi, j'aime beaucoup cette première phase quand même de fréquence et de réellement qu'est-ce que tu vas pouvoir faire. Donc, on va pas commencer à idéaliser des trucs qui sont impossibles. Donc, la fréquence. Après, toi, tu es sur. Donc là, bon, là, on peut retrouver. Alors là, c'est pareil, hein, si vous allez regarder les réseaux sociaux sur cette question, il y a tout et son contraire. Plusieurs fois par semaine, le même muscle. Ouais, Ça, c'est ta stratégie. c'est ma Euh, stratégie, mais enfin, on a des appuis là-dessus, hein, je oui, veux oui, dire, oui. Enfin, c'est quelque chose qui marche. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça marche. Je veux dire, il y a peut-être d'autres façons de faire, mais en tout cas, cette façon-là, c'est sûr, elle marche et elle marche depuis des années en plus. Donc, hmm. c'est quand même la preuve que c'est fiable. Après, les différents types de mouvements. Ça, c'est une façon, alors je suis pas le seul, mais c'est une façon de fonctionner, c'est pas la seule. Moi, c'est la façon que j'ai de fonctionner, c'est ce que j'utilise, mais tout le monde ne fonctionne pas comme ça. Mais moi, je Pour un trouve, débutant, ouais, pour un débutant, et puis ça fait même, sens. enfin, ouais, Je veux dire, elle j'aime fait bien parce sens. que ça, on travaille sur différents types de mouvements, et c'est un aspect qui, moi, m'intéresse aussi, c'est qu'il y a des gens qui opposent la musculation et la musculation fonctionnelle. Ah ouais, alors là, on va rentrer dans Euh, notre débat. Voilà, donc je vais pas, on va pas ouvrir la boîte de Pandore, mais le Ouais. fait d'avoir un entraînement qui est comme ça, qui s'appuie sur des grandes familles, ben en fait, on va cibler différentes choses et du coup, on va y avoir des transferts possibles dans plein d'autres domaines en fait. Bien sûr. Et c'est voilà, tout bénef. Donc c'est le système que j'utilise. Voilà. Et Qui fait après, sens. Déjà, quand ça fait sens, c'est bon signe. Déjà, quand ça fait sens, c'est bon signe. Donc, donc fréquence. Fréquence. Plusieurs fois par semaine, le même muscle. Groupe de mouvement. Donc, tous les groupes de mouvement. Et surcharge progressive qui va avec le carnet d'entraînement. De toute façon. L'un sans l'autre, c'est compliqué de le gérer. Et la technique. La technique qui probablement est juste après la fréquence. C'est-à-dire qu'à un moment où on va dans la salle et qu'on commence à soulever des poids, il faut savoir bien le faire, quoi. ouais. Alors si j'avais mieux organisé ma logique, Si enfin, t'avais pu le on a la préparer. fréquence, on a la fréquence, on a ensuite, après la fréquence, bah, il va falloir choisir les exercices et ces choix d'exercices s'appuient sur ces familles de mouvements justement. C'est-à-dire que bon, bah, je vais cibler des groupes musculaires, mais je vais cibler des groupes musculaires en utilisant ces mouvements-là. Et donc, il y aura pas mal de mouvements polyarticulaires et c'est très bien. Et après, les mouvements peuvent être libres ou guidés. Et si je veux construire une technique, c'est intéressant d'apprendre des mouvements libres. Est-ce que je suis en mesure de les apprendre? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là pour m'aider? Auquel cas, bah, c'est intéressant parce qu'à un moment donné, il faudra les apprendre a priori, donc apprendre des mouvements libres. Si je suis tout seul et que j'ai peur de faire les choses qui sont pas correctes, je peux peut-être aller sur des machines guidées et faire ces mouvements-là. Auquel cas, la technique sera un peu plus. Alors, ça ne veut pas dire que ça règle tous les problèmes, mais ce sera un petit peu plus facile. Et je m'appuierai dans tous les cas sur ces mêmes mouvements pendant un certain temps pour avoir ma surcharge progressive. Dans la logique, c'est comme ça. Ok. Et d'un point de vue nutrition, on a dit la structure qui est une structure qui résonne la semaine, mais aussi le week-end. Pour répondre à cette structure, entre guillemets, il y a la préparation des repas en avance qui aide. Et pour savoir ce qu'il faut préparer dans ces repas, à un moment donné, il faudra passer par une phase, on va dire, de bilan, d'évaluation, où il va falloir faire des mesures objectives pendant une courte durée, mais pour savoir globalement quels sont les besoins, comment le corps répond à ses besoins et où on en est à l'état actuel. J'ai à peu près résumé? Ouais, pour la plupart des gens, c'est comme ça. Voilà. Parce Ouais. qu'après, on va toujours pouvoir trouver des gens qui vont me dire, ah, moi, Oui. je peux ne pas faire ça. Et oui, c'est évidemment. Mais pour la plupart des gens, Ouais, il ouais. faut, voilà, Ouais, passer pour une par cette personne phase-là. lambda. Pour une personne lambda qui débute dans le milieu du sport fitness, ouais. Ok. Et du coup, on arrive à la fin du podcast et tu vas avoir le droit à la question du podcast, que les gens n'aiment pas trop répondre. C'est la seule que tu ne connais pas. C'est imaginons que tu sois dans une monarchie absolue, tu as les pleins pouvoirs, donc tu as budget illimité, tout le monde obéit, hein, c'est la règle. Qu'est-ce que tu mets en place pour améliorer la santé des gens? C'est bizarre cette question. Euh, une dictature pour améliorer la santé, c'est un peu ça. Une action, ouais. Qu'est-ce que tu mets en place? Quelle décision tu prends en tant que dictateur pour que les gens aient une meilleure santé? Qui sont obligés de suivre, évidemment.
Vous avez 3 heures. Alors, on peut imposer le mouvement aux gens, euh, chose qui d'ailleurs est, quand on regarde les recommandations actuelles, on a une recommandation de d'activité minimale. On pourrait imaginer un même format, mais qui ne serait plus une recommandation, mais une obligation de Mhm. sortir, de bouger. Euh, alors, globalement, ce qu'il faudrait, c'est une activité, c'est pour améliorer la santé, on est Ah oui, la d'accord? santé, oui, la santé. La santé. Sur le plan d'entraînement, les deux fondamentaux, c'est l'activité contre-résistance, sous n'importe quel format, et une activité aussi quand même cardiaque, qui à un moment donné, une activité avec un essoufflement assez important, qu'on aille chercher aussi des fréquences cardiaques élevées. Donc, je peux imaginer que ce qui est une obligation par jour d'avoir du renforcement musculaire ou un circuit et de la course ou une Mhm. fréquence d'activité élevée. Sur l'aspect entraînement, après, ça pourrait prendre différents types de formes. Juste, j'en profite pour ajouter quelque chose. Si on était sur une obligation, alors les gens le feraient, donc on aurait les impacts physiologiques, on aurait des bénéfices. On aurait aussi probablement peut-être un gros stress qu'on induirait sur la population. Ah. Euh, et le stress, faut savoir que c'est un très très gros ennemi de la santé. Mhm. Voilà. D'où la question qui est très perturbante. Parce qu'en fait, forcer les gens à être en bonne, on peut forcer les gens à être en bonne santé dans une certaine mesure, Physique, parce mais que pas mental. pas mental, et c'est pas juste mental, c'est-à-dire que le stress, ça a un impact physiologique aussi, hein, donc générer du cortisol de façon chronique, ça va avoir des atteintes sur le système immunitaire, et en cascade, ça peut venir en fait effacer tout ce que j'aurais essayé de mettre en place, même si derrière il y avait des bonnes intentions d'un point de vue physique et physiologique. Et cet aspect-là, bon bah voilà, si c'est sur la prescription, si vous devez faire ça tous les jours et qu'il y a un stress qui Ah, ah. s'installe, voilà, ça peut. On n'en a pas parlé, mais c'est pour ça que je l'ajoute Ouais, bien parce qu'en sûr, fait non, c'est important. la, Je la, changerai la la- question, c'est pas grave. non, non, mais parce qu'on parle de la sédentarisation de la société, etc., mais on parle pas non plus souvent, on devrait, du stress qui est de plus en plus présent et de la gestion du stress et du stress chronique chez les gens. Et le stress chronique qui va impacter le sommeil. Pareil, le sommeil, j'en ai pas parlé, mais en fait, c'est la base. Euh, alors, comment est-ce que dans une dictature, on impose aux gens de dormir? Ça, ce serait ça aussi qu'il faudrait. Il faudrait pouvoir imposer aux gens de dormir au moins 8 heures pour pouvoir ensuite aller faire leur entraînement et de s'alimenter correctement. Mais sommeil, gestion du stress, c'est des choses qui sont fondamentales et qui est difficile de forcer chez les gens. Donc là, moi, je suis D'accord, embêté ouais. avec ma dictature. Ouais, je comprends. Non, mais Euh, c'est intéressant parce que du coup, bon, si on enlève le concept de dictature, le truc que tu irais peut-être changer en premier ou trouver une solution pour résoudre le problème, c'est peut-être une question de sommeil, quoi. Plus que, en fait, enfin, une question de mouvement ou d'activité physique. L'un des paramètres sur lesquels tu irais chercher une solution, ouais, c'est sur gestion du stress et sommeil, en fait. Oui, j'irai chercher gestion du stress et sommeil, probablement avant d'aller chercher le reste. Parce D'accord. que un déficit chronique de sommeil suffit à empêcher, je dis bien empêcher, une transformation physique, voire même à empêcher une amélioration d'un certain nombre de marqueurs de santé. Et ça, c'est un truc, en fait, c'est pareil. Comme c'est trop bateau le sommeil, oui, bah oui, c'est bien de dormir, il faut dormir. Sur les réseaux sociaux, ça passe pas beaucoup parce que Hmm. c'est pas le petit truc magique, c'est pas le truc dont on n'a jamais entendu parler. Et les gens se rendent pas compte à quel point c'est fondamental. Et ça a des aspects, ça a des conséquences directes sur la composition corporelle, sur le fait d'être capable de prendre du muscle, faire du gras à apport calorique égal, hein, à activité égale. Hein. C'est-à-dire que c'est vraiment, si vous voulez nuire à quelqu'un physiologiquement et que vous voulez impacter le plus possible, vous faites quoi? Vous enlevez son sommeil, vous diminuez son sommeil. C'est là que vous aurez le plus gros impact. Plus que si vous lui enlevez ses entraînements, plus que si vous lui enlevez même sa nutrition, même à très court terme. D'accord. C'est ça qui est à très court terme. Et à long terme, c'est encore pire, on le sait très bien. Et les gens qui travaillent en travail de nuit, travaillent en horaire décalé, etc., il y a des vrais impacts sur la santé sur le long terme, etc. C'est très délétère. Et moi, les personnes qui viennent me voir, d'ailleurs, c'est une question que je pose assez rapidement, de savoir comment, voilà, si elle fonctionne, le travail de nuit, etc. Et des personnes qui me disent, moi, je veux changer complètement mon corps, etc. Par contre, bon, bah, là, en ce moment, je peux pas dormir assez. Il m'arrive de leur dire, bah, c'est pas le moment de faire Hmm. ça.
parce qu'en fait, ça va pas fonctionner ou ça risque de Mhm. pas fonctionner et tu vas être frustré. Et le stress, c'est vraiment peut-être après le problème du sommeil, c'est un des plus gros ennemis actuels de la société moderne, clairement. Clairement, avec le stress chronique, si vous couplez ça avec un déficit de sommeil, euh, vous avez vraiment D'accord. des impacts très très forts sur, ah ouais, sur le système immunitaire, sur enfin, tout un tas de choses qui vont faire que ça va être très compliqué, quoi. On se rend compte là même qu'il y a ça peut être en lien avec des problèmes de diabète, etc. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses qui sont impactées par ça. Donc, Non, non, mais c'est pas que je voulais pas répondre, mais en fait, tu vois, c'est dans la façon dont, c'est pour ça que j'ai pris un peu de temps dans la façon dont c'était formulé, mais c'était intéressant parce que ça permet d'aborder ces points-là. mhm. Euh, Parce qu'après, oui, si on retombe sur des choses, on va dire purement factuelles sur les recommandations, ouais, voilà, soulever des choses, euh, au-delà de marcher, faire des pas machin, parce que ça, en fait, c'est la base, mais ça suffit pas. Donc, il faut qu'il Mhm. y ait un Ouais, entraînement j'aime bien contre-résistant. cette orientation plus parce que je crois que ça n'a encore jamais été évoqué, cet aspect sommeil. Donc, ouais, ouais, peu Le sommeil, importe le moyen, c'est voilà, c'est agir sur vraiment, le sommeil des gens, quoi. ouais, le sommeil, enfin, si vous prenez quelqu'un qui dort pas assez, qui est en déficit chronique, etc., et que vous réglez le sommeil, d'un point de vue physique après, ça peut avoir un impact. Après, il y a des gens qui vont dire, ah, c'est sûr, lui, il prend des produits, machin. Euh, en en fait, vous avez enfin, l'anabolisme, etc., tout ça, ça va être lié à votre fonctionnement hormonal, et votre fonctionnement hormonal, il va être totalement dépendant de votre sommeil. Et donc, c'est ça aussi que les gens parfois ne comprennent pas sur les réseaux, c'est quand ils voient parfois des physiques ou des transformations physiques, ils se mettent toujours en comparaison forcément par rapport à eux et par rapport à leur rythme de vie. Mhm. Donc ils se disent, ce qu'il a fait là, c'est impossible, par exemple naturellement ou je ne sais quoi, parce que pour moi ce serait impossible. Peut-être que pour toi c'est impossible parce que ce problème-là, enfin le sommeil est un problème. Peut-être que pour cette personne-là, c'est quelque chose qu'il a priorisé dans sa vie. Et, et dormir 8, 9, voire 10 heures par nuit, ça demande une organisation particulière. Et ça demande des sacrifices aussi, en fait. Mhm. Parce que c'est du temps qu'on n'a pas pour faire autre chose. Mhm. Et ça, c'est un truc, on dort de moins en moins. Enfin, on le sait, statistiquement, on regarde le temps de sommeil des gens diminue. Et on n'a pas besoin de moins en moins de sommeil. Non. Quand on s'entraîne dur, on a plutôt besoin d'un petit peu plus. Euh, donc voilà. Donc déficit de sommeil, c'est vraiment enfin, pour moi, ça m'arrive hein, dans mes bilans de regarder, je demande hein, les heures de sommeil, etc., etc. Et parfois, je vois qu'il y a eu des nuits trop courtes, trop courtes, trop courtes sur une même semaine, et je vois que sur les d'autres marqueurs, sur ce qui se passe au niveau du poids, ce qui se passe au niveau des entraînements, ça va pas trop. Bah non, mais là, on peut pas se permettre c'est pas la peine de faire des changements sur le programme ou sur l'alimentation tant que t'as pas résolu le problème du sommeil, parce que ça vient sans doute de là par exemple. Mhm. Donc, Mhm. Ok. voilà. Mais c'est tellement, on va dire, basique et un peu bateau que c'est vrai que souvent, moi, je pense pas à l'aborder, mais on devrait l'aborder plus, Ok. probablement. Ok. Non, non, bah du coup, au moins, tu as répondu à la question de manière nuancée. Donc, bravo. J'ai détourné un peu ouais, je me suis appuyé. Bah oui, j'ai joué avec la question sur l'aspect imposé, Obligation. Ouais, bah, imposition qui peut faire que ça si je le stresse. fais pas, il va m'arriver quoi? Voilà. Donc D'accord. stress et Bah, stress qui est souvent parfois lié avec problème pour dormir, s'endormir, etc. ce sera la dernière fois qu'elle sera tournée comme ça. Je vais réfléchir à une autre Euh, façon. Et si je peux me permettre, une dernière Ouais. remarque, parce que du coup ça me vient en tête, il y a énormément de gens qui rencontrent des soucis ou qui ont réussi à avoir une activité physique ou une composition corporelle qui leur plaisait. Et le moment où ça dégringole, c'est Mhm. le moment où ils ont des enfants. Ah oui. Euh, le moment où les enfants arrivent, et c'est lié aussi notamment au fait qu'il y a des grosses perturbations sur les cycles du sommeil aussi, et ça déstructure totalement le rythme de vie pendant plusieurs mois, voire plusieurs années. Et ça, c'est très très difficile. Et c'est juste un message, je passe, c'est pas pour vous dire attention, faites pas d'enfants, c'est plus pour rassurer aussi les personnes éventuellement, leur dire que c'est normal qu'il puisse y avoir une phase où ce soit compliqué parce que ça génère des grosses perturbations dans le rythme. Ça veut pas dire que c'est impossible, mais c'est aussi quelque chose qu'on retrouve très souvent. D'accord. Voilà, c'est quelque chose qui et parfois bah, les gens ils n'arrivent pas à récupérer en fait après derrière à se remettre dedans ou à récupérer le rythme et puis ils ont moins de temps pour eux donc ils s'entraînent plus et puis ils dorment moins puis ils ont moins le temps de faire à manger. Enfin, il y a tout qui dégringole un petit peu comme ça. Tout ça pour dire que la structure elle est fondamentale et que parfois cette structure là elle est un petit peu
chamboulé et que il faut tenir bon pour ensuite réussir à récupérer. Mais ça me faisait penser justement à cette question du sommeil. Parce que j'ai parfois des gens qui viennent me dire, mais comment je fais pour dormir plus, Alex, si j'ai mon enfant qui me réveille la nuit, machin. Et et oui, c'est une difficulté voilà, Faut la prendre en compte, qu'il ouais. faut, voilà. Ouais, Et faut la prendre en compte. faire des siestes, enfin, trouver des stratagèmes derrière après voilà, pour s'y retrouver, quoi. D'accord. Bon, Voilà. eh ben, au moins, on a abordé ce point clé en plus, donc c'était pas plus mal que je pose cette question sous ce Non, mais format-là. elle était très bien cette question. Non, mais elle est très bien cette question. Elle est très Donc, bien. en tout cas, je te remercie pour le temps que tu as consacré au podcast, pour toutes les informations que tu as données, parce que c'était riche. Donc, voilà, merci beaucoup. Bah, merci à toi pour cette opportunité. Écoute, c'était sympa comme échange. Ça fait toujours Ouais. plaisir d'échanger voilà, sur ces sujets-là. Puis merci pour les compliments que tu as fait voilà, sur ma façon d'aborder les choses, parce qu'encore une fois, un retour positif, voilà, voilà, moi, je suis super content de voir que ça parle à des gens et puis de voir que les propos aussi nuancés, ils ont quand même leur impact et que voilà, ça fonctionne en fait. Il faut pas Mhm. avoir peur Donc, d'essayer de transmettre, c'est ça, ces valeurs et ces nuances-là. non, Donc c'était merci. vraiment. Bah, de rien.